point, vous y aller, c'est vous tapez ODRE sur Internet et il vous trouve. Sinon, j'ai mis les liens dans la présentation pour vous partager. Oui, alors moi j'ai une question, Christophe Bellé de GRDF. Est-ce que tu sais combien d'usagers il y a d'utilisateurs de la page, combien de personnes sont venues voir les informations? Aujourd'hui, je sais pas. On a évoqué tout à l'heure, ça fait partie des sujets. Effectivement, aujourd'hui, très peu de gens connaissent même l'existence de cet indicateur. Absolument. Aujourd'hui, on a le porté à connaissance de tout ce qui est fait dans le domaine des énergies et du gaz en particulier. C'est quelque chose sur lequel nous devons tous travailler. La mise à disposition au plus près des personnes sur lequel nous n'avons pas encore aujourd'hui bien avancé dans le domaine des réseaux gaz. D'autres ont fait plus de choses que nous en sommes conscients. Donc là, il y a vraiment de la promotion. C'est une des raisons pour lesquelles on le présente aujourd'hui. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on essaie de le présenter le plus souvent possible. Mais en toute honnêteté, le nombre d'utilisateurs n'est pas à la hauteur de la quantité de data qu'on a mis dedans. Maintenant, il y a quand même pas mal de choses, il y a quand même des utilisations multiples et variées. C'est aussi un outil très intéressant pour beaucoup de collectivités, pour beaucoup d'organisations, de telle manière à avoir une indication de ce qui se passe. Donc, il n'est pas assez utilisé, mais il est quand même utilisé par un grand nombre d'acteurs pour partager l'information. Ça reste quand même un outil essentiel. C'était juste une réaction. La semaine dernière, on a organisé une masterclass Audrey Open Data Réseau Énergie en région Centre-Val de Loire, qui a réuni, je crois, 90 personnes en visio, et avec des taux de retour très, très intéressants. Et je me dis que ça peut être aussi une solution pour pouvoir faire connaître, parce que bon, il y a beaucoup de données, il y a une partie qui sont récupérées, réutilisées par les observatoires régionaux, je pense à Théo par exemple, mais pas que. Donc voilà, il y a un enjeu, et puis un enjeu aussi un peu collectif, c'est que tu le présentais, Laurent, avec l'IGR, c'est que finalement on le fait évoluer aussi au gré des besoins et au gré des remontées. Et je pense qu'au-delà il y a de la valeur, il y a de la valeur à créer, à mettre à disposition l'open data et puis voilà, réutiliser les données. C'est aussi que finalement on est capable collectivement de le faire évoluer pour y ramener les données dont on estime qu'elles sont nécessaires pour, l'IGR, c'était pour faire de la pédagogie autour du gaz vert, mais il y a peut-être d'autres choses sur lesquelles on peut aussi travailler. Alors, je n'ai pas assez insisté, c'est de l'open data, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, tout le monde a la possibilité d'aller se plugger dessus et d'aller exploiter les données avec différents types d'outils. C'est aussi la possibilité de faire la représentation qui vous convient, parce que vous pouvez paramétrer la représentation qui vous convient directement dans l'outil. L'outil est très performant, avec différents niveaux d'utilisation simplifiés dans lesquels on vous présente des rapports tout faits et ça vous permet d'avoir un panorama immédiat. C'est le cas des gaz renouvelables, par exemple. Mais aussi la possibilité d'aller directement exploiter la donnée brute et d'aller le mettre dans une autre interface pour utilisation secondaire. Donc c'est vraiment très développé par rapport à ça et ça permet plein de choses. Et vous pouvez croiser les données avec les données de population, vous pouvez croiser les datas avec la partie électrique. Il y a beaucoup d'informations dans Audrey qui sont utiles à tout. Merci. Vous avez compris, voilà, partagez, allez sur la plateforme Audrey. J'avais d'ailleurs hésité de poser la question, levez la main ceux qui sont allés sur la plateforme Audrey. Je ne vais pas le faire finalement, mais bah, ça peut être intéressant. Allez. Ceux qui sont déjà allés. Voilà, donc on voit qu'il y a une majorité, heureusement, dans un échange sur le réseau énergétique intelligent. Mais voilà, n'hésitez pas à y aller. Et il y a effectivement différents usages, du premier éclairage pour voir les chiffres clés, comme vous l'avez présenté, jusqu'à des explorations beaucoup plus approfondies. Et quand on parle de réseau intelligent, effectivement, pour déjà planifier les réseaux de demain et les productions de demain, il faut d'abord commencer par connaître son territoire et la base sur laquelle on part. Donc voilà. Merci pour cette communication. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou d'autres témoignages sur le sujet? On reste là. Donc là, je vais inviter les différents intervenants à la table ronde des territoires, donc avec des personnes qui ont porté ou en tout cas qui représentent les territoires sur lesquels se sont mis en œuvre les expérimentations West Grid Synergie. Donc Emmanuel Charil, directeur du CIEMEL, Jérémy Dion, chargé de mission au CIDEV, Pelé, président de Mauge Énergie et conseiller délégué de Mauge Communauté en charge des énergies renouvelables, et Éric Pellier pour GRDF, chef de programme prospective et R&D. Moi, animateur, je ne sais pas plus.
Donc, merci d'être là. Donc, on a eu quelques éléments de chiffres clés sur la Bretagne et sur les Pays de la Loire. Avant d'entrer plus concrètement sur la partie West Grid Synergie et le déploiement des solutions de réseau énergétique intelligent, j'aimerais bien avoir quelques éléments de votre part sur les dynamiques en cours sur vos territoires au niveau du biogaz, quoi. Comment va le biogaz sur vos territoires en termes de production, de développement des usages? Peut-être Monsieur Pelé pour commencer. Oui. Et plusieurs micros. Merci. Bonjour à tous, à toutes. Merci Jean-Luc de nous accueillir cet après-midi et puis ce matin pour ceux qui étaient à la visite. Effectivement, moi je repartirais quand même d'un cadre général parce on parle beaucoup de biogaz aujourd'hui, mais la collectivité effectivement est engagée d'une façon générale dans les énergies renouvelables et a construit cette politique-là depuis de nombreuses années. Et puis tout dernièrement avec son plan climat air énergie territorial, puisque c'est souvent dans ces grandes décisions qu'on établit aussi les orientations et puis qu'on décide ce que nous avons à mener. Et donc, comme beaucoup de territoires, on est engagé, donc nous, à hauteur de 40% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030, de façon générale, hein, pas que le gaz, mais sur l'ensemble de nos énergies, et puis d'être un territoire énergie positive en 2050, mais comme beaucoup de territoires. Peut-être un peu plus ambitieux dans ce premier jalon. Et puis, s'engager dans le mix énergétique, bien sûr, et puis de rappeler en préambule, de parler de la sobriété, parce que c'est le premier élément que nous avons, d'être dans la sobriété, l'efficacité et le renouvelable. Et puis, sur le sujet donc, de nos consommations, ce qui est important, ça a été dit tout à l'heure, c'est de connaître d'où est-ce qu'on part. Et pour notre territoire, qui est un territoire rural, lorsqu'on a établi par rapport à notre construction de PCAET, le premier bilan qu'il faut quand même sortir, c'est que nous consommons 60% d'énergie fossile dans nos consommations totales. Et c'est sans doute le point de départ de l'évolution. Et quand on consomme 60% d'énergie fossile, effectivement, il y a une marge de progression importante à faire. Et c'est important de se le rappeler, puisqu'on oublie parfois de savoir où est-ce qu'on part. Et donc, sur la particularité du biogaz, donc bien sûr, on est très sensible à ce sujet, parce que ça fait partie du mix énergétique. Et puis, ça concerne aussi nos principales consommations, quand on retranche nos consommations énergétiques, qui est le premier qui est l'habitat tertiaire dans nos consommations, et le deuxième, c'est la mobilité. Et ce qui nous intéressait, nous, aujourd'hui, c'est d'avoir l'existence d'un territoire rural et une capacité à pouvoir mener des projets de méthanisation, mais aussi de pouvoir participer à notre baisse de consommation d'énergie fossile, notamment, et en puissant faire de ce biogaz, de pouvoir l'utiliser dans la mobilité. Et c'est vraiment sur ce sujet-là qu'on a été, je pense, sur le territoire, puisque je pense que la plupart des acteurs locaux, alors quand je parle des acteurs locaux, je parle des agriculteurs hein, qui ont quand même connaissance de ce baisse de gaz à effet de serre, mais aussi des transporteurs qui ont eu aussi de notre part de l'expérimentation pour pouvoir conduire ensemble des projets. Alors, des projets à la fois de méthanisation, mais aussi des projets de consommation, puisqu'on est quand même dans l'usage à avoir. Et cette boucle qu'on pourrait appeler de boucle vertueuse hein, sur un territoire, d'avoir à la fois la production et à la fois la consommation, ça permet effectivement de boucler ce sujet-là. Et c'est ce qu'on a sans doute le plus envie de développer sur des sujets comme ça. Voilà pour l'instant. Très bien, merci. Avant d'aller en Vendée, peut-être qu'on va rester dans le Maine-et-Loire pour dézoomer au-delà de Mauges Communauté. Monsieur Charil, vous voulez apporter des compléments sur la situation du biogaz et les perspectives de développement avant d'aller sur les réalisations? Bon, je crois qu'on est tous persuadés du potentiel de méthanisation dans le département, il est très élevé. C'est pour ça qu'on œuvre tous collectivement pour mettre en place à l'échelle des territoires des écosystèmes gaziers. Maintenant, il y a peut-être une conjoncture, effectivement, qui est un peu plus difficile ces temps-ci. Moi, je suis planchiste, donc je sais que le vent n'est pas toujours constant. Il y a un moment où on traverse des trous d'air. Quand on traverse un trou d'air, il faut pomper pour essayer de rattraper une risée qui est un peu plus loin, surtout sur le plan de l'eau intérieure, je dis, parce que nous, on n'est pas au bord de la mer. Ben, c'est un peu ça la méthanisation en ce moment. C'est qu'il y a quand même beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles sur le parcours des porteurs de projets.
Et on sent bien que les derniers projets qu'on a soutenus, là, on fait un petit peu à peu près. Alors, la dernière fois que j'ai fait une revue de projet, Quels sont les principaux obstacles si vous trouvez je vais dire, mais si on fait, la dernière fois que j'ai fait une revue de projet, c'était avec le préfet sur les ENR en général, mais quand il s'est agi, en fait, c'était au mois de mars, à la fin de l'hiver, il y avait environ 36, on a compté environ 36 unités de méthanisation sur le département qui fonctionnent. Et puis, il y en avait 6 en construction et 5 en projet. Mais au-delà, je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Et il y a tellement de signaux en ce moment qui sont, enfin, voilà, qui envoient aux porteurs de projet que c'est compliqué, que ça va être un peu la galère. J'aimerais bien que, enfin, nous, on fait tout pour justement essayer de soutenir les projets qui sont en cours, de façon à traverser ce trou d'air et puis que la dynamique ne se stoppe pas. Enfin, le blanchisse que je suis parlerai de planning. Mais voilà, si vous perdez le planning, c'est mort. Donc après, vous galérez pour justement essayer de rattraper une vitesse. Donc c'est un peu ça aujourd'hui. Alors les difficultés, quelles sont-elles? Ben, elles sont nombreuses, hein, mais techniques, financières, de toutes sortes, administratives parfois, enfin, foncier, la recherche du foncier. On a observé que parfois, ben, pour que le projet soit accepté, il fallait le reculer. Alors chaque fois qu'on prend un kilomètre par rapport au réseau, c'est 100 000 euros, quoi. Il y a le foncier, il y a la fameuse hygiénisation, où on se demande si on ne fait pas de l'hyper-normalisation ou l'hyper-normativité, je ne sais pas, par rapport aux règles européennes. Il y a la baisse des subventions. Les subventions au début, enfin, on discutait ce matin en réunion de bureau avec le président. Je crois que les premiers projets pionniers, c'était 50% de soutien. Aujourd'hui, je ne sais pas combien on est, mais c'est plus faible. Donc, il y a une dilution des subventions. Il y a la célérisation de la posture des banquiers qui sont en plus comment dire, âpres dans la discussion pour accorder les prêts. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pourrais citer aussi, vous savez, avec la crise sanitaire, les tensions industrielles, l'inflation des coûts. Alors même que vous avez lancé en fait des études, que vous avez obtenu, vous essayez de monter votre modèle d'affaires, votre budget sur un certain montant, ben, vous êtes en cours de route, vous prenez 30-40%, ça met tout à plat. J'en oublie certainement. Il y a aussi la façon, là je crois qu'il y a une spécificité peut-être des porteurs de projets d'unités de méthanisation qui parfois se présentent à la creux avant même d'avoir purgé les recours. Et la dernière tendance, et la dernière difficulté que je vais évoquer, c'est justement le développement malgré tout des litiges avec des opposants, le phénomène NIMBY, pas dans mon jardin. Et de ce fait, ça complique un peu les choses parce que quand on subit un contentieux, avec le temps que ça peut durer en France, hein, toutes les instances, enfin, en première instance, en appel, Conseil d'État, ça peut durer facilement 6-7 ans. Et alors même que les porteurs de projets, en fait, ils sont allés devant la creux pour en fait obtenir enfin, ils sont lauréats au titre de l'obligation d'achat. Et du coup, les calendriers sont sans cesse bousculés, retardés, et le modèle d'affaires déstabilisé. Voilà, donc je ne suis pas sûr d'avoir été exhaustif, mais en fait, il y a quand même beaucoup d'obstacles. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, on disait aux porteurs de projets, venez nous voir, on peut peut-être vous aider, tout ça. Enfin, on a commencé à les aider sur justement les infrastructures, le réseau, parce que c'est notre métier historique. Donc, pour faciliter le fait de les mettre à proximité des réseaux et d'adapter les réseaux en conséquence. Et puis après, de plus en plus, maintenant, on est sur des soutiens. Alors là, c'est un freestyle, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on participe au capital des sociétés, au compte courant d'associés, en fait, on apporte des garanties d'emprunt. Enfin, on est très loin. Et au début, les agriculteurs étaient un petit peu réticents parce qu'ils ne voulaient pas qu'on se mêle de leur gouvernance. Aujourd'hui, ils n'hésitent plus parce qu'il y a tellement d'obstacles. Voilà. Alors c'est ça. Il faut quand même collectivement, on arrive à ne pas trop se décourager, passer le trou d'air et puis garder l'impulsion parce que je pense que il y a quand même un travail de lobbying aussi à faire pour que ce ne soit pas toujours des obstacles comme ça nouveaux qui surviennent en cours de route. Et voilà, donc un potentiel de dingue, et puis malgré tout, quelques obstacles, et si on ne décourage pas, on n'y arrivera. D'accord, merci. Et est-ce que votre investissement, quand vous investissez concrètement dans un projet de méthanisation, vous sentez que le besoin du groupement, enfin du porteur du projet de méthanisation, il est autant sur la partie financière que finalement sur un ancrage un peu territorial et institutionnel du projet par votre participation pour lever certains obstacles d'acceptation citoyenne, de lien à la réglementation? Les porteurs de projets avec lesquels on travaille, c'est sûr. Alors là, il n'y a pas de doute. Mais on ne les voit pas tous. Et il y a certains porteurs de projets, je pense surtout aux petites installations, qui n'ont besoin de personne. Et là, je ne sais pas ce qui se passe en fait. On a parfois des retours négatifs sur certains territoires.
parce qu'il y a des porteurs de projets qui ne sont pas du tout dans une dynamique collective, de partage de la valeur ajoutée, ou même de communication, tout simplement, hein, par rapport à ce qu'ils font. Et là, on ne sait pas. Alors, c'est le risque. C'est le risque. Mais nous, on a quelques outils pour essayer de contrôler la pertinence des projets, mais ils sont malgré tout limités, pas forcément exhaustifs. Donc, il faut. Voilà, tous ensemble aussi, on a une charte départementale, notamment. On a des grilles d'analyse dans le cadre, en fait, de notre SEM départemental pour examiner justement les prises de participation, les entrées dans le capital des sociétés de projets. Mais malgré tout, il y a toute une partie de la méthanisation qu'on ne voit pas. Voilà. Bon, c'est peut-être ça, il faudrait qu'on se préoccupe davantage dans les années qui viennent. Ce n'est pas forcément notre métier à nous, d'ailleurs, c'est peut-être le métier de l'administration. Est-ce que l'administration a forcément les moyens de tout contrôler? Je ne sais pas. Et c'est important parce qu'en fait, les bons payent pour les mauvais, c'est-à-dire que si par hasard il y a eu sur une partie du département un projet malheureux, ça va rejaillir sur l'image de la méthanisation générale. D'accord, merci. Jérémy Dion pour la Vendée, peut-être. Oui, bonjour à toutes et tous. Sur la dynamique biogaz dans le département. Oui, alors je partage beaucoup d'éléments avec ce qui vient d'être dit. Donc effectivement, nous, en Vendée, on a maintenant 13 unités qui injectent. On en a 37 au total avec les unités qui sont en cogénération, hein, qu'il ne faut pas oublier non plus. Ça représente un petit peu plus de 10% de la consommation de gaz vert. C'est 280 gigawattheures par an pour une consommation de l'ordre de 2600 gigawattheures par an pour nos industries. Et puis, c'est quelque chose qu'on cherche à poursuivre, vraiment continuer à lier cette production locale et cette consommation locale. Donc, c'est ancré dans le développement aussi de notre maillage de stations GNV. On a maintenant 7 stations qui ont été mises en service, avec la dernière qui est une station multi-énergie au Sable d'Olonne, qui a été inaugurée il y a 2 semaines maintenant. Mais effectivement, l'horizon n'est pas tout à fait au plus clair, avec des projets actuellement en cours sur lesquels on participe au travers de la création de sociétés de projets dans lesquelles il y a du capital donc, de notre SEM Vendée Énergie et puis des communautés de communes qui vont prendre une partie toujours minoritaire par rapport à la gouvernance qui est agricole. Mais on voit qu'on a du mal à boucler les business plans parce qu'il y a eu l'inflation, parce qu'effectivement les coûts de construction ont augmenté. Et c'est pour ça qu'on essaye de développer aussi d'autres pistes. Peut-être demain développer du gré à gré, donc du Biomethane Purchase Agreement. C'est des choses qu'on essaye de voir on peut avoir des demandes d'industriels en Vendée qui vont consommer pas mal de gaz. Ça peut être toutes les industries boulangères qu'on peut avoir et qui souhaiteraient avoir une part de gaz vert dans leur consommation qui soit fléchée directement et pouvoir finalement consolider cet apport-là sur plusieurs années. Donc voilà, après, on a la chance d'avoir GRDF, Sorégie, GRT qui nous accompagnent aussi pour développer le maillage, les solutions comme le rebours qui a été mis en place sur Pouzauges, et puis demain, Flores 2 qui sera sur la chaise de Vicomte. Donc, voilà. D'accord, merci. Éric Feuillet, est-ce que même si tu ne représentes pas un territoire, mais je vais faire plutôt le porte-parole. Est-ce que tu veux, collectivité locale. Je suis le seul opérateur de réseau à cette table, pas forcément beaucoup. Donc effectivement, j'ai plutôt représenté illustré un territoire qui est celui de Pontivy Communauté, qui était une des 2 mailles de Westgrid Synergie. Donc Pontivy Communauté, Morbihan Énergie, donc syndicat d'énergie qui s'est impliqué. Juste vous donner une idée de la dynamique sur ce territoire. Déjà, c'est un territoire qui est, comme beaucoup dans l'Ouest, avec des activités économiques plutôt agricoles et aussi beaucoup d'industries agroalimentaires. Un territoire qui avait aussi un PCAET en cours, qui regardait l'aspect énergie, l'aspect production d'énergie renouvelable, et également qui s'intéressait aussi à la gestion de ces déchets, dans tous les domaines, y compris bien sûr les déchets organiques. Donc, volonté de développer toutes les activités. Alors, nous, les activités agricoles autour de la méthanisation, les porteurs de projets sont en Bretagne beaucoup plus à travailler chacun leur projet. On a beaucoup moins de projets collectifs, c'est un fait.
On avait un territoire, il y avait aussi des industriels qui développaient leurs projets de méthanisation avec leurs propres effluents. On avait un centre d'enfouissement de déchets ménagers. On avait vraiment toute l'équipologie finalement de production de biométhane. Et donc cette volonté d'accueillir aussi toutes ces productions, sans juger le type de projet, mais faire de la place pour. Aujourd'hui, on en est où sur ce territoire? On en est sur une bonne dizaine de sites en injection. Je crois que de mémoire, la Bretagne, on doit être à une soixantaine de sites qui injectent depuis entre 2014 et maintenant. Voilà, c'est un beau succès aussi globalement sur la Bretagne. Donc une dizaine de sites et sur Pontivy communauté, on doit être à peu près un taux de couverture ou un indicateur gaz renouvelable de l'ordre de 50% aujourd'hui. Ça, c'est si on considère que les consommations sur le réseau de distribution, si on intègre les consommations sur le réseau de GRTGaz, parce qu'il y a quelques zones industrielles avec des clients directement sur ce réseau de transport, on doit être à peu près à 35%, et on peut facilement monter à 50%. Donc une dynamique, mais comment dire, des questions d'acceptabilité déjà qui se posent. En plus, déjà, entre producteurs, entre eux, parce qu'il y avait des industriels, il y avait des projets territoriaux portés par des industriels, il y avait des agriculteurs, et donc il y a eu un gros travail de fait aussi sur les aspects sociétaux, quelles étaient les attentes du territoire, quelles étaient les attentes des acteurs, et puis travailler l'acceptabilité, parce qu'on voit que c'est un vrai problème aujourd'hui en Bretagne, qui est une région qui a beaucoup de potentiel, mais sortir des projets aujourd'hui, c'est devenu un peu plus compliqué, sans parler des modèles économiques. D'accord, merci Eric pour ce complément. On voit quand même qu'il y a une envie, il y a une dynamique globalement sur vos territoires, mais quelques freins, en tout cas quelques inquiétudes pour la suite sur les nouveaux modèles à trouver au niveau économique, gouvernance et d'acceptabilité. On va, même si ce ne sont pas des réponses, on va dire, directes des réseaux énergétiques intelligents, je pense que la notion d'écosystème gazier sur les territoires ou de boucle énergétique locale, c'est aussi des sujets qui permettront de mieux ancrer les projets de méthanisation. Et là, on fait le lien peut-être entre des sujets, on va dire, d'intelligence des réseaux, mais des sujets d'ancrage territorial. Alors, vous y reviendrez tout à l'heure. Du coup, je vais vous poser la question plutôt là sur les réalisations récentes liées à Westgrid Synergie en particulier. On va commencer dans les môles sur la dorsale biogazière pour que vous nous expliquiez en quoi ça consistait, d'où vous êtes parti, le contexte et qu'est-ce que ça a permis d'accélérer en termes de dynamique aujourd'hui. Alors, effectivement, on a pu voir aussi comment fonctionnait le gaz, parce que c'est quand même ça le préambule de toute chose. Le gaz, ça pousse d'un coup, et puis c'était habitué que comme ça. Donc, il n'y avait pas cette gestion qui peut fonctionner de consommation locale, et c'est nous aussi, c'est vraiment ce qui nous intéressait de participer, puisque avec des projets de méthanisation et de vouloir se réapproprier nos énergies, notre production d'énergie, effectivement, il faut trouver les outils qui sont à disposition pour améliorer cette chose-là. Donc, bien sûr, on travaille avec Surgy, c'est les spécialistes de ce sujet, c'est leur boulot, on va dire. Et nous, on était un petit peu à découvrir, hein, on est élus à découvrir ça. Et puis, on voulait quand même conforter cette consommation en ayant une station biogaz sur notre territoire. Et c'est là vraiment qu'on a vraiment appris à partager chacun nos compétences sur ce sujet, sur tous les autres. Hein. Et puis d'arriver à se comprendre, puisqu'à un moment donné, effectivement, lorsqu'on parle de compression, lorsqu'on parle de stockage et lorsqu'on parle d'équilibre de réseau, là, on commence à perdre un petit peu nos repères et effectivement, on travaille ensemble sur ce sujet-là. Mais ce qu'on a bien conscience, c'est d'être dans une boucle locale et d'associer les différents acteurs. Donc, nous, c'est l'agriculture et les transporteurs sur ce sujet-là. Et puis, de les associer pour qu'ils comprennent bien aussi cette dynamique de production. Et ça permet d'avancer, parce que sur le questionnement que l'on a d'équilibre du réseau. Alors peut-être que le nôtre est spécifique parce qu'on n'a pas de rebours sur notre partie. Et on est aussi en capacité, donc il y a déjà une deuxième site de méthanisation qui injecte. Donc on arriverait à 50% minimum selon les moments jusqu'à avoir 100% lorsque les consommations sont vraiment plus faibles. Et d'avoir un troisième site d'installation pour aller jusqu'à 75% de cette dorsale-là. Donc on progresse de façon très importante, mais après, il faut arriver à trouver les équilibres, et puis c'est bien de se connaître les uns les autres, entre les consommateurs, et puis la connaissance permet d'améliorer le système. Sinon, effectivement, si chacun est de son côté, chacun stocke qu'on a envie ou consomme qu'on a envie, c'est là qu'on se rend compte finalement que l'équilibre a du mal à se faire.
D'accord, merci. Donc, en moyenne, sur le linéaire de la dorsale biogazière, vous arrivez à quelle part de biogaz en moyenne annuelle? Alors, aujourd'hui, il y a Et 100% lorsque les consommations sont très sont très faibles. faibles en été, mais aujourd'hui, donc on est à 50% d'une D'accord. consommation normale, en sachant que dans les calculs que fait Sorégie, puisque c'est eux qui nous amènent les calculs, effectivement, ils ont un certain nombre de contraintes de production et de consommation. Donc c'est vraiment ces équilibres-là qui fait que on pourrait se dire ils sont à 50%, mais si on était à une consommation beaucoup plus forte, puisque là, on n'est pas non plus à une consommation forte, si on se dit, ce que j'évoquais en préambule, disant on a 60% d'énergie fossile, à quelle part on peut mener le biométhane, je pense que le potentiel de consommation est beaucoup plus fort. D'accord. En substituant. En substituant et en... Voilà, donc c'est là l'enjeu qu'on peut avoir sur un territoire. En développant les nouveaux développement. usages. Et on est une construction qui est un petit peu, qui doit s'équilibrer au fur et à mesure. Et c'est peut-être ça, peut-être notre difficulté de compréhension. On voudrait que ça aille plus vite, mais on a l'équilibre du réseau qui doit se faire. C'est plus technique, peut-être. Emmanuel Charil, est-ce que sur la dorsale biogazière des Mauges, vous pouvez ajouter sur le rôle du CIEMEL aussi? Oui, pour citer tout le monde, mais je pense que je parle des connaisseurs, des convaincus, mais on est une autorité concédante. D'une vingtaine de concessions sur tout le département, et puis on travaille avec 3 concessionnaires, premièrement desquels GRDF et puis Sorégie, évidemment. Et là, effectivement, si on résume la politique la politique de développement des réseaux de gaz du CIEMEL en 2 étapes, c'est assez simple. 2005-2015, c'est à profiter des nouvelles souplesses de l'organisation du marché de l'énergie pour essayer de développer au plus les délégations de services publics de distribution de gaz. Et à partir de 2013-2014, les concessionnaires sont venus nous voir en disant si vous voulez continuer à développer les réseaux, il va falloir contribuer financièrement. Parce que là, il n'y a plus le Bessury, comme on dit dans la profession, spontanément ne nous offre pas la possibilité d'investir sans contribution des territoires pour financer l'équilibre des réseaux. Donc, à partir de là, on a commencé à s'interroger, sérieusement s'interroger, parce que mettre de l'argent dans des réseaux qui distribuent l'énergie fossile, ça n'allait pas de soi. Et c'est à peu près au même moment, parce que je crois que la première injection dans le réseau, c'était 2011. Au même moment apparaît le potentiel, enfin, la perspective liée à la méthanisation. Donc, ça rebat les cartes. Ça sauve même les réseaux, puisqu'on se dit, tiens, OK, on accepte de participer au financement des réseaux. C'est plus le délégataire, c'est plus le concessionnaire qui va porter tout seul les investissements. On fait des tours de table financiers très compliqués avec les territoires, nous-mêmes, le syndicat, les industriels, pour financer les réseaux, mais à condition qu'au passage, on arrive à mettre en place un écosystème gazier qui associe la consommation, l'approvisionnement des territoires, mais aussi la production locale, renouvelable, et puis les usages. Voilà, alors c'est dans cette perspective que pour la première fois dans l'histoire du syndicat, avec le projet de dorsale biogazière des Mauges, on s'est dit, tiens, là, il y a un industriel, pas n'importe lequel, Lactalis, le 2e consommateur du département. Ça fait des années qu'on négocie avec lui pour trouver une solution pour lui amener le gaz. Il n'est jamais arrivé, il y a eu 5 ou 6 scénarios qui ont été portés, tous aussi chers les uns que les autres. Et là, on se dit, tiens, on pourrait peut-être imaginer un scénario auquel on n'avait pas pensé, où on fait un petit détour. Mais pour le coup, ça vaut le coup d'y mettre un peu d'argent, d'autant plus qu'au passage, il y a 3 unités de méthanisation potentielles qu'on pourrait aller collecter. Voilà, c'est ça. Alors, c'est la première fois qu'on raisonne de cette façon. Et puis après, les choses se sont enchaînées très vite, puisque à cette époque-là, il n'y avait pas encore, il y avait l'obligation d'achat qui venait d'être créée, mais il n'y avait pas encore la réfaction tarifaire pour les raccordements, et encore moins le droit à l'injection, avec le financement d'infrastructures d'horizon. Donc, assez rapidement, avec la réfaction tarifaire et puis le droit à l'injection, on a eu des raisonnements un peu inverses. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître un potentiel de développement des réseaux de collecte, avant même qu'on puisse imaginer des réseaux de distribution. Donc là, on s'est dit, il faut quand même qu'on mette notre nez là-dedans, même si les financements sont normalement, théoriquement, étanches, verticalisés, en silo. Il faut quand même qu'on mette notre nez là-dedans parce qu'il faut qu'on garantisse malgré tout une cohérence des investissements sur les territoires et qu'ils puissent lancer les réseaux de gaz globalement.
Ça évolue assez vite hein, dans le temps. Mais la logique, c'est toujours ça, c'est d'être présent pour organiser les tours de table et puis essayer de penser le réseau globalement avec la partie collecte et la partie distribution, la partie usage derrière. Et dans le cas de la dorsale de Gazière des Mauches, se poser une question technique nouvelle pour les gestionnaires de réseau. Nous, on avait pensé l'équilibre au niveau macro, c'est-à-dire qu'on s'était dit il y a l'industriel qui consomme énormément, il y a des producteurs locaux qu'on peut aller collecter, ça fera grosso modo l'équilibre, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc là, les gestionnaires de réseau nous ont dit, bah, écoutez, ça tombe bien parce que nous, on aimerait bien expérimenter en fait, les réseaux intelligents. Et donc, ce sera l'occasion, enfin, si on met ça dans la boucle du cluster Resilience Énergie, l'occasion de tester tout un tas de trucs parce que l'équilibre, pour les gestionnaires de réseau, il se gère par différentes méthodes, différents outils, différents leviers, que ce soit le pilotage, les capteurs, l'effacement de la production, l'effacement de la consommation, les interconnexions ou le regroupe. Alors ici, on n'a pas de regroupe, mais ça rend d'autant plus nécessaire le fait de tester les outils de pilotage. Et les capteurs intelligents qui font qu'on arrive à, grosso modo, avoir une pression relativement constante ou alors utiliser la pression en tant que levier de stockage, mais pas mettre en tout cas l'exploitation des réseaux en difficulté du fait que tout d'un coup on se met à injecter et puis, de l'autre côté il y a un industriel qui tire quand même beaucoup. Alors, ce sont des réseaux, ce sont des équilibres qui restent malgré tout fragiles parce que là on voit bien, c'est quand même un projet qui date de, je ne sais pas, le début de Resilience Énergie c'était 2018, ouais, dans ça aussi. Et on voit bien qu'il manque toujours une unité de métallisation, la SAU qui est toujours pas là, sur les trois. Et puis on voit bien aussi que du côté de l'industriel, il y a toujours, quand on discute avec l'industriel, il raisonne à 2 ans. Hein, le moyen et le long terme, ils ne connaissent pas. Donc il y a toujours cet aléa aussi sur l'industriel qui pourrait en fait faire évoluer sa consommation. Donc du coup, ça peut être fragiliser l'expérimentation. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas eu beaucoup de retours sur l'expérimentation. Donc, c'est peut-être l'objet, la deuxième partie de cet atelier, ce sera de faire un bilan. Hein. À un moment donné, j'ai un peu pris un peu de distance avec l'expérimentation parce que, bon, on a d'autres fers au feu. Mais je suis très curieux de voir effectivement comment du coup, les gestionnaires de réseau ont pu mettre en œuvre tous ces nouveaux outils pour vérifier que justement l'injection de biogaz ne déstabilise pas l'exploitation des réseaux. Ça sera effectivement l'objet des interventions des opérateurs et gestionnaires de réseau, enfin, notamment Sorégie dans la deuxième partie après la table ronde. Et puis juste pour finir, simplement reconnaître que ce concept de dorsale de Gazière, il a fait des petits partout, puisque je crois qu'aux 4 coins du département, on nous a demandé un projet un peu près similaire. Alors même si ça se fait parfois en sens inverse, comme je le disais tout à l'heure, c'est là, on est parti d'un réseau de distribution pour essayer de collecter. Bien souvent, maintenant, aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, c'est à partir de la collecte qu'il faut qu'on arrive à imaginer une cohérence. D'accord. On voit bien en tout cas comment, en travaillant sur la partie consommation, substitution de gaz fossile et le gisement de production, finalement, on essaie de redessiner le réseau au mieux de manière optimisée et le piloter au mieux en tout cas. Vous avez parlé du rebours, on va justement en parler maintenant, peut-être puisque c'est une autre réalisation sur laquelle on voulait faire un focus dans cette table ronde. Donc je ne sais pas qui veut commencer en Vendée ou en Bretagne. Je pense à Eric Feuillet, dans ce cas-là, pour le pays de Pontivy. Oui, alors toujours sur le pays de Pontivy, juste pour situer les choses. Alors, on était aussi sur une zone où ça ne se développait pas forcément la consommation. Par contre, il y avait de très bons potentiels d'injection. Juste sans rentrer dans les côtés des choses, mais on avait en fait 2 zones. On a testé plusieurs choses dans le cadre de Destination. On avait 2 zones de livraison sur la zone qui étaient indépendantes, qui étaient alimentées par 2 postes depuis le réseau de transport. Et puis, quand on a regardé déjà les 2 premiers projets qui arrivaient sur le réseau, saturaient déjà la capacité d'accueil du biométhane. Et la première chose que l'on a faite, c'était déjà de faire un maillage entre les 2 petites zones de consommation pour élargir finalement. Mais ça, ce n'était pas suffisant. Effectivement, GRTgaz, justement à l'époque, commençait. C'est un maillage au sein du réseau de distribution. Exactement. C'est maillé.
de mailles de GRDF pour Oui, envoyer. on parle du très local et puis au fur et à mesure, effectivement, on déploie des moyens un peu plus importants, un peu plus coûteux. Donc on avait simplement les choses, on avait 400 normomètres d'accueil et on avait déjà, avec les 2 premiers projets, on avait saturé. Et quand on faisait la somme de la dynamique du projet en portefeuille, on arrivait quasiment à 1300 normomètres donc là, on se disait que visiblement, ça allait coincer quelque part. Et donc, à cette époque, effectivement, GRT commençait à réfléchir à la possibilité de mettre des rembours. Donc, Romain, comme le mieux proposé, ça serait bien de tester là. Et ça nous allait très, très bien. Donc, on a pu mettre en œuvre, finalement, d'abord un maillage. Là, on garde quand même la valeur du gaz renouvelable sur le territoire, sur la consommation locale. Et après, le trop-plein, si j'ose dire, on pouvait le partager avec les territoires voisins grâce au rembours qui a été mis en place. On a travaillé quand même sur le volet consommation. J'ai dit que ça ne se développait pas beaucoup, mais on a quand même eu une station GNV qui s'est impliquée là-bas, d'ailleurs portée par Morbihan Énergie. Donc ça, c'est intéressant. Et puis derrière, sur les usages, on a aussi travaillé à ça, parce qu'il y a trouvé de l'usage et de l'exutoire à ce gaz renouvelable. Et puis, donc, on avait une dynamique sur les déchets. Donc, il y avait des réflexions, bien sûr, il y avait des transporteurs liés à l'industrie alimentaire qui pouvaient aller se ravitailler sur cette station GNV. Mais il y avait également la volonté de la collectivité locale de se projeter sur la collecte de biodéchets, notamment avec des points d'apport volontaires, et peut-être l'envoyer vers les méthaniseurs du territoire pour avoir d'autres boucles locales. Donc, c'était également des consommateurs potentiels sur des belles légères sur la station GNV. On a travaillé à ces 3 niveaux. Développer la consommation de façon raisonnable, mutualiser finalement la zone de consommation, après exporter le trop-plein de gaz, notamment en été, avec effectivement une application de réseau à des gens. Il faut savoir qu'à l'époque, je l'ai dit tout à l'heure, la réglementation n'était pas posée. Il n'y avait pas la réflexion, il n'y avait pas le droit à l'injection. Donc on l'a développé, on va dire, on a expérimenté, et finalement, ça préfigure ce que l'on fait aujourd'hui sur les territoires, notamment au travers des zonages de raccordement, où les opérateurs de réseau se concertent sur les investissements à mener pour accueillir à la fois la problématique, enfin, principalement la problématique d'injection de gaz renouvelable. Et après, il y a un autre volet économique sur la desserte. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au final, aujourd'hui, on pose 10 fois plus de canalisation de gaz pour faire de la collecte de méthane que ce qu'on faisait pour faire de la desserte. Ça se retrouve aussi au niveau des investissements. Voilà, donc, en tout cas, une belle évolution, beaucoup de concertation aussi avec les collectivités pour savoir comment on allait faire rentrer tous ces projets dans le réseau, si je veux dire. D'accord, merci. Jérémy Lyon pour. Oui. Donc, Pouzauges. Pouzauges, effectivement, donc c'est la communauté de communes du pays de Pouzauges. Nous, c'est un territoire qu'on appelle le Haut-Bocage vendéen. C'est un territoire d'élevage, essentiellement. Il y a une grande activité d'élevage et puis beaucoup d'industries agroalimentaires, notamment le Fleury-Michon. Et dans le projet, finalement, ce qu'a permis le rebours, je vais plutôt parler de ce qu'a autorisé la mise en place de ce rebours, le fait de pouvoir injecter le gaz sur le réseau GRT au lieu de GRDF, c'est que ça a permis la mise en exploitation d'une unité de méthanisation dans un premier temps, qui est la plus grande qu'on a actuellement en Vendée, et que ça permet, finalement, ça devient un peu open bar pour les nouveaux projets qui sont finalement en phase avec le développement que l'on souhaite du biométhane sur nos territoires. On voit que les PCAET de nos territoires ont des objectifs sont différents selon si on est sur la côte ou justement plus en plaine céréalière ou dans le bocage. Là, Pouzauges, ils ont des objectifs très ambitieux. Donc là, ils sont déjà à plus de 100% de leur consommation. Mais l'idée demain, c'est de pouvoir exporter ce gaz vers là et faire augmenter ce chiffre au niveau départemental et régional. D'accord. Très bien, merci. Bon, je vais vous proposer peut-être de poser des questions. Si vous avez des questions, on a vu. Alors, Eric Feuillet, juste, tu voulais rajouter quelque chose. Effectivement, comme tu disais, Jérémy, effectivement, après c'est open bar, parce qu'il y a quand même des gens qui financent des infrastructures. Tout à l'heure, on parlait de la logique de Bessery pour ce qui était de financer la desserte. Aujourd'hui, maintenant, on a tout un arsenal qui permet de financer
les réseaux de gaz pour accueillir plus de gaz renouvelable, mais ils ont aussi leurs critères économiques. Alors, ça s'appelle Paul Dessury, ça s'appelle le I sur V, pardon. C'est-à-dire, c'est quel investissement on met pour récupérer quel volume d'énergie renouvelable. Et je pense que si on est arrivé à un système où on se contente de mettre beaucoup d'infrastructures pour aller collecter, aspirer tout ce qui est produit dans les territoires, et que finalement les territoires n'aient plus les usages de cette énergie gaz renouvelable, je pense qu'on aurait manqué quelque chose. Il faut qu'on arrive quand même à avoir cet équilibre des usages locaux du gaz renouvelable. La creveille, d'accord. Donc, La Creux est effectivement une posture beaucoup plus, à mon avis, constructive. donc, redessiner les réseaux, mais en travaillant déjà de la maille locale et en élargissant après vers le réseau de transfert. Complètement, parce que le réseau, il n'est pas fait pour accueillir du gaz renouvelable, fait pour délivrer de l'énergie à des consommateurs, c'est les deux. Et donc, on a à le financer et on a à l'exploiter. Et les opérateurs, ils n'ont qu'un seul réseau. C'est un point à noter. Très bien. On retiendra quand même ce dopage grâce au réseau de GRT Gaz, voilà, de la collecte de la méthanisation. C'est intéressant, mais à nuancer effectivement par rapport à la maille locale. Est-ce que vous avez des questions, des interventions complémentaires? S'il y aura des focus à lever sur certaines thématiques des intervenants. Pas tout de suite pour l'instant, c'est que voilà, vous avez été clair dans vos explications. Pour clôturer cette table ronde, je vous demanderai de donner un peu les perspectives. On a parlé de où on était, quelle était la dynamique de la situation sur vos territoires. Qu'est-ce qui a permis jusqu'à présent de faciliter, on va dire, le développement des usages de la consommation de biogaz, de faciliter l'injection de biogaz renouvelable. Qu'est-ce qui demain, quels sont les défis à venir? Que ce soit sur le volet consommation ou production, en tout cas, qui me semble important, de votre point de vue, hein, pas de, voilà, après les opérateurs de réseau pourront, on va dire, dresser un peu les pistes de réflexion qu'ils auront, mais en tout cas, de votre point de vue, peut-être vous laissez vous exprimer. Emmanuel Charil, vous avez le micro, je vous laisse peut-être attaquer. Moi, je trouve que le point fort du gaz, c'est que les écosystèmes gaziers sont beaucoup plus facilement visibles, compréhensibles et acceptés par les élus. Et donc, c'est assez facile d'impulser un projet d'écosystème gazier parce que tout le monde est dans la dynamique. Même si aujourd'hui, ça pose des difficultés d'acceptabilité sociétale. Donc là, il faut quand même se méfier des quelques contentieux qui naissent dans nos départements. C'est un peu nouveau. On a 2 contentieux là. Heureusement, le juge en première instance a donné raison aux porteurs de projet, mais il reste encore à utiliser l'appel, l'accord administratif d'appel, et puis éventuellement conclure. Donc ça, c'est un point de vigilance. Et puis l'autre point de vigilance, c'est j'aimerais bien quand même qu'on arrive à aplanir les difficultés administratives, parce que c'est toujours, il n'y a pas que le gaz, hein, c'est pareil, donc les ENR en général, c'est un pas en avant, 2 pas en arrière. Ça, il faudrait qu'on y arrive. Mais je pense qu'il y a la PPE là, donc il faut vraiment qu'on arrive collectivement à essayer de replacer l'intérêt stratégique du gaz. Et j'ai l'impression que les malentendus entre les défenseurs des différentes filières, il y a aussi du fait qu'on a le sentiment qu'il n'y aura pas de gaz renouvelable, il n'y aura pas suffisamment de gaz renouvelable pour tout le monde, pour tous les usages. On a entendu que au bout du compte, il y aura toujours besoin du gaz pour équilibrer le système électrique, notamment. Comme on sait que la décarbonation, ça passe par l'électricité. Et là-dessus, il doit y avoir justement moyen, enfin moi je trouve, on arrive en tout cas collectivement, à démontrer que c'est pas en mettant des obstacles dans les roues, des bâtons dans les roues des porteurs de projet que l'on va augmenter la taille du gâteau, quoi. Donc voilà, c'est tous ensemble qu'il faut arriver à faire un gâteau plus important pour mieux le partager entre tous les usages, qu'ils soient centralisés ou décentralisés sur nos territoires. D'accord, merci. Jérémy. Oui, nous, les objectifs sont assez clairs en fait lorsqu'on fait la compilation des différents PCAET, hein, nos intercommunalités. On arrive à 30% de gaz vert en 2030 et 100% en 2050. Donc ça, ce sont les objectifs. Les objectifs, voilà. Sachant que le premier levier reste bien évidemment la sobriété. Et on a toutes les actions qui sont menées par le syndicat en faveur de la sobriété, la rénovation énergétique des bâtiments, et vraiment les deux vont de pair. Après, différents leviers, peut-être pas uniquement sur le développement de la méthanisation telle qu'on la connaît,
même si on reste sur la méthanisation agricole, territoriale, collective, mais peut-être travailler sur les autres gaz verts et se pencher sur la pyrogasification, sur la gasification hydrothermale, la production de syngas. Voilà, nous, on pense vraiment, depuis le début, on parle de mix énergétique plus que de tout électrique ou tout gaz. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a développé des stations multi-énergie hein, qui permettent de faire un avitaillement en hydrogène, en GNV et puis qui disposent de superchargeurs électriques. Et donc l'idée demain, peut-être qu'à partir de cette molécule CH4, on peut également faire du H2 vert qui viendrait compléter ce qu'on produit déjà à travers de l'IFE et des éoliennes qu'on a sur Bourg. D'accord, merci pour cette perspective de développement du biogaz. Luc Pellet, peut-être aussi, enfin, je vous laisserai dire les objectifs généraux, mais peut-être aussi parler des nouveaux usages récemment développés. On a parlé des stations bio-GNV de la mobilité, c'est peut-être un point particulier que vous pourriez développer. Oui, effectivement, alors, plusieurs points, mais sur la complémentarité de nos différents mix énergétiques, hein, puisqu'on est quand même là, comme on l'a rappelé tout à l'heure, entre le photovoltaïque, l'éolien et les gaz renouvelables. Effectivement, de poursuivre ces outils de méthanisation, parce que nous avions convenu d'en avoir au moins 4 sur notre territoire. Voilà un peu les grands objectifs. On avait déterminé un petit peu les différentes orientations. Et puis, bien sûr, parler de cette acceptabilité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à West Grid Synergy, on a un super truc. Vraiment bien. On en avait échangé à Bordeaux il y a quelques temps. Il y avait Romain, il y avait Guillaume, il y avait Philippe. On échangeait. C'est vrai que le retour que j'avais notamment du président de Mouche Communauté, c'est de dire on doit communiquer sur ce qu'on fait et on doit communiquer de façon grand public. C'est souvent la difficulté qu'on a lorsqu'on parle de terawattheures, lorsqu'on parle de choses comme ça. Je peux vous assurer qu'on ne comprend rien. Donc, il faut trouver les mots, les moyens grand public de dire ce qu'on fait bien sur nos territoires. Et c'est ça qui est important. Et puis, de notre décarbonation, voilà, ça permet, je pense, il faut axer là-dessus. C'est important parce qu'on fait de belles choses. Voilà, effectivement, ce que je pense qu'il faut dire le plus. Très bien, merci. Après, alors, bon, pour ajouter, effectivement, on a 2 autres projets de stations sur notre territoire de Mauges Communauté et on souhaite effectivement poursuivre, trouver les bons usages, parce qu'on est toujours là sur nos histoires de pression, de stockage et de capacité de la station à faire, ne pas pouvoir trop compresser pour la station. Hein, c'est aussi le modèle économique qu'on évoque, et puis pas faire trop de tuyaux non plus. Donc, il faut peut-être effectivement, je crois que c'est démarré entre Sorégie et GRDF, de trouver des fois, pas des rebours, mais des connexions. Ça permet peut-être d'améliorer le système pour tous. Merci, je vais peut-être prendre quelques questions. En tout cas, on voit, enfin, si vous en avez. Est-ce qu'il y a des interventions? Alors après, sur les interventions suivantes, on creusera plus spécifiquement effectivement certaines réalisations et résultats de West Grid Synergy et notamment sur des aspects technologiques. Là, on a aussi beaucoup parlé de l'acceptabilité et de l'importance dans les réseaux intelligents de l'intelligence collective sur le territoire, de faire le lien entre producteurs, opérateurs, collectivités, consommateurs. Donc, c'est aussi quelque chose à retenir. Il y a une question là-bas. Sur les rebours, quel est le seuil que vous avez, c'est minimum, vous avez eu besoin pour faire un rebours en termes de consommation moyenne, on va dire, Alors, en fait, il y a un critère technico-économique. Hein, il faut que. Ça a été défini, j'ai plus en tête la valeur, mais c'est tant d'euros par investissement par 4700 € par normal mètre cube de biométhane injecté dans le réseau. Si on est en dessous de cette valeur, on va pouvoir investir, nous, dans les solutions de renforcement, qui sont des rebours ou les maillages. Et ça, c'est pas vu uniquement le rebours, c'est l'ensemble des investissements, finalement, de renforcement. Si on est au-dessus, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas, mais on ira, comme pour de la desserte, on ira peut-être voir de généreux contributeurs, mais en tout cas, voilà. Donc oui, il y a quand même un seuil technico-économique pour éviter de faire n'importe quoi. Je pense que la Creuse veille à ce que l'euro investi dans les infrastructures de gaz soit vraiment efficace. Et c'est plutôt ça.
Il y a des critères de volume aussi, hein, effectivement. On ne va pas tout de suite. Ce matin, on était à Ménéduel, typiquement à Rebours, ce n'était pas envisageable. Il n'y avait pas suffisamment de volume de gaz renouvelable pour renforcer. Même le maillage n'était pas envisageable. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que ce que j'aurais pu rajouter, c'est que on va continuer, nous, opérateurs de réseau, à réinvestir. Mais en même temps, on va trouver aussi d'autres solutions un petit peu plus optimisées. On pense à des stockages, on pense à de la flexibilité, on pense à travailler sur les usages. Donc, effectivement, les stations GNV sont un vrai vecteur finalement pour trouver de la flexibilité par le soutien-H. Et en fait, c'est pas pousser la consommation en outrance, pardon. C'est ça peut aller toute la langue pour certaines autres filières, mais bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on génère de la consommation au bon moment, c'est-à-dire au bon moment où on produit cette énergie renouvelable gazière. Ça, c'est un vrai outil. De nouveau une question, peut-être pour Monsieur Emmanuel Charline, sur la réussite, la quadrature du cercle, de faire réussir à raccorder des sites d'injection, tout en permettant pour des clients, pour des potentiels clients, de desservir en gaz. On voit qu'il y a des sujets avec les stations GNV pour des histoires de pression, c'est plus intéressant un réseau avec une pression assez basse, mais en été, on a intérêt de baisser la pression. Mais ma question n'est pas forcément sur celle-ci. Est-ce que vous avez eu en tête de faire des détours, ou en tout cas d'aller chercher des potentiels prospects lorsque vous avez réfléchi à la vision d'ensemble des réseaux de gaz? Alors, détour d'un réseau de desserte pour aller collecter, oui. Détour d'un réseau de collecte, voire renforcement d'un réseau de collecte, enfin, anticipation du dimensionnement d'un réseau de collecte pour imaginer un réseau de desserte, c'est plus compliqué hein, parce qu'on résonne en silo. Pas trop qu'on envoie un signal négatif à la Creux parce que la Creux va s'arrêter va émettre des avis négatifs ou carrément décourager le système d'aide au raccordement. Donc, il faut qu'on soit subtil, qu'on soit patient, qu'on accepte de procéder par itération, qu'on fasse des tours de table à n'en plus finir avec tout le monde, jusqu'à ce que le réseau de collecte ne soit pas un vulgaire pipeline qui traverse les champs, les bourgs, et arrive à une cohérence d'ensemble. Mais je vous avoue que c'est beaucoup de patience, beaucoup de diplomatie. Et on n'y arrive pas toujours. Parfois, ça traîne un peu dans le temps. L'essentiel, c'est d'avoir une vision globale dès le départ et puis de ne pas lâcher. Oui, peut-être compléter, mais c'est beaucoup de patience. Alors, d'autant plus que, je le signale, mais que ce soit sur la dorsale de Gazière des Vosges, d'autres projets structurants dans d'autres coins du département, ce qui est un peu nouveau aussi, c'est qu'on demande aux gestionnaires de réseau de parler entre eux. Alors, autant GRTGaz est habitué à parler aux différents gestionnaires de réseau, autant les gestionnaires de réseau de distribution, ils ne sont pas forcément habitués à dialoguer entre eux. Donc c'est un peu nouveau, mais on y arrive. Hein. Enfin, je crois qu'il y a une volonté. En tout cas, on ne peut pas reprocher à les gestionnaires des réseaux avec lesquels on travaille une mauvaise volonté. À ce niveau-là, il y a vraiment un bon esprit. Mais des règles du jeu qui sont complexes. Donc on ne peut pas forcément outrepasser. Non, juste pour la dorsale des Vosges, effectivement, on en a parlé. L'idée, c'est toujours d'ailleurs d'arriver à concilier production, consommation et cet équilibre parfois un peu précaire. Mais on l'évoquait tout à l'heure, effectivement, sur le même territoire, mais sur un peu plus au sud de l'ouest. On a un sujet, effectivement, à traiter qui allie à la fois la desserte, finalement, d'un nouveau territoire, un projet de station bio-GNV et un projet d'unité de méthanisation. Et donc l'idée, effectivement, c'est bien de trouver une solution intelligente qu'on va co-construire, donc l'ensemble des gestionnaires de réseau, donc GRTGaz, GRDF et Sorégie, bien évidemment. Mais vous avez raison, ça ne passe que par une bonne connaissance du territoire, des différents projets du territoire, une bonne concertation. Et puis, pour reprendre le terme, trouver des personnes pour bien vouloir financer la part qu'on ne peut pas financer, nous, gestionnaires de réseau.
c'était une dernière question sur cette table ronde. Bah, merci à vous d'avoir témoigné. Je vous laisse regagner votre place et puis on va passer aux interventions sur les réalisations et les résultats. Ça, je ne pas. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas indiqué, mais on a quelques personnes à distance qui étaient sur les territoires un peu lointains, voilà, à qui on a envoyé des liens de connexion aussi à Visio. Je ne sais pas combien de personnes on a en ligne. On a 4 personnes en ligne, voilà, qui suivent aussi nos échanges. Pardon? Je ne sais pas si 5. Philippe, c'est toi qui présente sur la partie dorsale et plateforme. On va tous se mettre directement ici, comme ça, ce sera un peu plus convivial pour ceux à distance. On va se mettre tous là, comme ça, à distance, si nous verrons, c'est surtout ça. Pour enchaîner. Comme pour la table ronde, on peut se mettre directement. Je passerai les slides. Bonjour à tous, donc c'est Léger. Moi je travaillais au sein du programme Smart Grid de GRT Gaz. Et puis dans cette section, l'idée c'était de revenir un petit peu sur tous les projets techniques qui avaient été élaborés dans le cadre de Westgrid Synergie depuis son lancement en 2017. Donc des projets techniques conduits collaborativement, mais on va les présenter entre GRDF, GRT Gaz et Sorégie. Ouais, c'est bon. Donc, l'objectif de ces projets techniques, c'est bien de revenir sur un constat dans le cadre du projet Westgrid Synergie, qui est de dire que les gaz renouvelables ont un impact sur les réseaux gaziers, et notamment parce qu'on a beaucoup de gaz renouvelables injectés dans les réseaux de distribution. Alors, je vais juste reprendre ici, parce que sinon, on ne voit pas les slides, nous. Et donc, on a comme impact que quand on a des consommations qui peuvent être trop faibles, notamment en été, on a un impact sur les injections de biogaz dans les réseaux. On l'a vu ce matin avec le projet Flores. Et donc, cette situation peut contraindre un petit peu le développement des projets de méthanisation. Et donc, l'idée des expérimentations techniques, c'était bien d'apporter une réponse dans le cadre du projet Westgrid Synergie sur ce constat fait. Donc, les solutions qui ont été développées dans le cadre du projet Westgrid Synergie, elles étaient de plusieurs types. Elles pouvaient être à la fois de l'accompagnement aux usages. Alors, on ne reviendra pas trop sur cette partie-là ici, mais il y a eu beaucoup de conduite d'actions de communication auprès des collectivités territoriales sur les sujets techniques, notamment des visites de sites qui permettent de faire connaître qu'est-ce que c'est que la méthanisation dans les territoires et puis les objets techniques des opérateurs de réseau. Également, on a vu qu'il y avait des solutions techniques, notamment de connexion de davantage les réseaux ensemble aux zones de consommation. Donc, ça peut être des projets de maillage notamment, mais c'est des objets techniques qui sont coûteux. On a aussi les solutions techniques autour des rebours, également des solutions d'infrastructure qui peuvent être coûteuses. Et du coup, dans le cadre de Westgrid Synergie, on a aussi développé tout un panel de solutions plus numériques, technologiques, parfois moins coûteuses, en tout cas de partage et de réseaux intelligents entre les opérateurs d'énergie. Alors, je ne vais peut-être pas revenir beaucoup là-dessus parce que Laurent a beaucoup présenté la plateforme Audrey. Mais effectivement, elle a été lancée dans le cadre du projet Westgrid Synergie, notamment sur l'aspect indicateur gaz renouvelable, qui est vraiment très utilisé maintenant par les collectivités territoriales. Enfin, même s'il y a effectivement besoin d'accompagnement, qu'il peut y avoir des masterclass Audrey organisées par les différents opérateurs de réseaux d'énergie. Mais effectivement, cet outil est très
très important et très, je dirais, utile pour tout ce qui est planification énergétique des collectivités territoriales. Donc, je ne vais pas revenir sur toute la présentation sur Audrey. Peut-être juste vous dire qu'il y a aussi les données de l'Observatoire de la filière biométhane qui sont reprises sur Audrey depuis l'année dernière, et également les données de la FGNV, donc tout ce qui est station GNV publique, et puis également tout ce qui est chiffrage des consommations bio-GNC dans les territoires. Bonjour à tous, François Dubert, je suis chef de projet Smart Grid chez GRT Gaz. J'ai eu la chance de coordonner un certain nombre de POC, comme on dit, d'expérimentation dans le cadre du projet. Et donc, je vais vous parler tout d'abord du téléréglage, la solution de téléréglage. C'est une solution en fait qui vise à finalement à prendre le contrôle à distance d'un poste de distribution publique à l'interface entre le réseau de transport et le réseau de distribution, en l'occurrence le poste de Tréventil-le-Ménil entre le réseau GRT-Gaz et le réseau de Sorégie. Donc c'est un équipement, pour nous c'était la première fois qu'on mettait en place ce type d'équipement sur notre réseau. Donc l'idée vraiment c'est cet équipement-là, en fait à l'interface entre un réseau de transport et un réseau de distribution, vous avez toujours ce qu'on appelle un régulateur, un détendeur qui sert à faire abaisser la pression justement, qui fait la différence entre les deux réseaux. Et donc qui permet d'acheminer le gaz à la pression requise en distribution. Et donc, en fait, aujourd'hui, avec le développement notamment du biométhane, des choses qu'on a vues ce matin, on a vu que le réseau saturait, et lorsque le réseau sature, en fait, les pressions montent. Et donc, on a envie de venir maintenant jouer sur cet équipement-là. Jusqu'à présent, c'était le seul et unique point d'approvisionnement de gaz au réseau de distribution. Et à partir du moment où on a des producteurs biométhane qui injectent eux aussi dans le même réseau, et bien, d'une certaine manière, on vient en concurrence. Et l'objectif, c'est vraiment de donner la priorité au biométhane, l'énergie renouvelable. Et donc, on veut être en capacité, nous, de pouvoir s'effacer pour laisser la place au biométhane, mais c'est aussi laisser la place, c'est-à-dire, c'est aussi physiquement à la place, c'est-à-dire si on arrive à avoir une pression la plus basse possible dans le réseau, c'est un volume qui peut servir à stocker le biométhane lorsqu'il y a un excédent de production. Donc c'est pour ça que c'était intéressant et important pour nous dans le cadre de ce réseau des Vosges, qui était un réseau, on l'a dit tout à l'heure, qui n'était pas équipé d'un robot, on n'avait pas les conditions suffisantes pour pouvoir lancer ce type d'investissement. Et puis d'ailleurs, ce n'était pas encore en place à l'époque. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu tester cet équipement-là. Donc ça consiste en fait, alors je ne vais pas rentrer dans la technique exactement, mais en bas à droite, vous avez une photo de l'équipement qui a été testé sur le bon essai au centre de recherche de GRT Gaz en région parisienne. En fait, ce qui est très intéressant pour nous dans cette solution-là qui a été retenue, c'est une solution qui est fournie par Emerson, donc qui est un fournisseur historique de régulateurs. L'intérêt, en fait, c'est qu'on va venir positionner deux vannes qui sont électriques, motorisées électriquement, deux électrovannes, que vous voyez, c'est des deux petits cylindres verts là, que vous voyez derrière. Et en fait, ces vannes-là vont pouvoir s'ouvrir et se fermer, et avec ce jeu de vannes, ils vont pouvoir régler de manière électronique, on va dire, le régulateur, qui lui-même, en fait, un organe très ancien et très mécanique. Vraiment, un régulateur, ça fonctionne avec une membrane, et puis un système de ressort, et puis des tubings, c'est-à-dire des petits tubes entre eux. Donc, c'est quelque chose qui est très robuste, et en même temps très mécanique. Et grâce à ces deux petites électrovannes qu'on va venir positionner avec quelques tubings, on est en capacité de rendre finalement intelligent, moderne, un équipement qui, à la base, ne l'est pas du tout. Et ensuite, avec un système de télétransmission vers notre centre de surveillance régional, on est en capacité, finalement, à distance et de manière quasiment instantanée, d'envoyer une consigne et de changer le réglage de pression. Donc voilà. Et donc notre rôle, nous, c'est de venir finalement répondre aux besoins de ce régime. Donc c'est ce régime qui va nous demander d'abaisser la pression ou la faire élever en fonction des besoins de leur réseau. Et donc nous, ensuite, derrière, on est en capacité de le faire. Voilà. Donc, ce qu'on a testé, l'équipement a été mis en place au premier semestre 2021, si je ne dis pas de bêtises. Puis on a mené des essais l'été dernier, et puis encore récemment, on continue à faire du retour d'expérience, notamment grâce à la mise en service des premiers sites biométhane sur le réseau des Vosges, qui ont démarré il y a quelques mois. On a eu, là, il y a quelques semaines, les premières montées en pression.
Et puis du coup, ça nous a permis d'apprendre. On a identifié notamment, par exemple, que en fait, lorsque la pression montait trop haut, on avait des réglages de pression qui désactivaient le système, et que le système se désactivait à une certaine pression. Et ensuite, lorsque la pression rebaissait ou la consommation redémarrait, ben, le système ne se remettait pas en service. Donc voilà, c'est des petites choses qu'on est en train d'apprendre avec ce régime. En tout cas, voilà, c'est un système qui fonctionne et on est encore en train d'apprendre puisque le biométhane est en train de se développer sur le réseau. Et donc, on va voir encore dans les mois à venir comment on peut exploiter ce système. Et puis, on a d'autres projets aussi ailleurs, notamment avec GRDF aussi, on teste d'autres systèmes, d'autres solutions techniques peut-être moins chères, mais un peu moins souples, pour répondre à d'autres besoins. En tout cas, c'était une première pour nous dans le cadre du projet OASI. Voilà. Celui suivant, aussi, on en a pas mal parlé, hein, les robots. Donc, OASI Synergie, ça a été pour GRTgaz et GRDF le premier territoire où on a pu mettre en service ces robots, ces fameux robots. Un robot, qu'est-ce que c'est? Ce matin, on a vu un site Flores. Finalement, on l'a dit, c'est assez proche. En fait, on a un compresseur. Alors ici, il y en a même deux sur le site de Noyelles-Ponty qui sont en fait en capacité de remonter le gaz de la pression du réseau de distribution vers une pression plus élevée qui est celle du réseau de transport. Donc, tout à l'heure, on a parlé du régulateur du détendeur qui permettait d'abaisser la pression, par exemple, de 40 bars vers ça dépend des réseaux, mais 8 bars ou 9 bars chez Sorégie. Ici, on va faire remonter la pression, donc pareil, de ce 8 bars, de ce 4 bars, vers un réseau à 40 bars. Il va servir en fait d'exutoire pour ce gaz en excès. Donc en fait, le fonctionnement, c'est qu'on a toujours, en parallèle d'un rebours, on a un poste de détente, un poste de livraison, hein. Et puis en parallèle, on met un rebours. Et l'idée, c'est qu'en fait, on va venir s'adapter à l'état du réseau. Si jamais il y a plus de consommation de production, bah, du coup, le réseau fonctionne de manière historique, normale, c'est-à-dire que le gaz, il est produit par les producteurs de méthane, il est injecté sur le réseau de distribution, et l'appoint provient du réseau de transport et est acheminé via le poste de livraison. Si à un moment donné, on a une bascule, c'est-à-dire que la consommation baisse, notamment le week-end, on a vu ça aussi ce matin, en période d'estivage, là, la production du méthane, elle est constante dans le temps, donc du coup, à un moment donné, on va passer au-dessus. Alors, à ce moment-là, on va voir la pression qui va monter, le gaz va se stocker dans le réseau, jusqu'au moment où on a trop de pression. Et là, on devrait arrêter l'injection. Et donc, non, grâce au robot, on est en capacité de prendre ce gaz et de le faire remonter sur le transport, et ensuite il va être acheminé un peu plus loin, vers la ville suivante, où il va être consommé. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Simplement aussi, on l'a dit, hein, que la réglementation a évolué. Aujourd'hui, on avait un droit à l'injection qui permet de financer ce genre d'installation, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et donc, ces deux projets-là, ont vraiment aussi permis de mettre au point ce droit à l'injection et ont servi d'exemple. Donc, ce sont des belles réussites pour tous les acteurs et pour le développement de la filière du méthane. Guillaume Lombard, donc je voulais faire un focus sur ce qui a été réalisé dans le cadre de OASI sur notre réseau des Moches. Donc, nous sommes concessionnaires du SUML pour la distribution de gaz naturel sur plusieurs communes des Moches, donc je suis Flolet. Et donc, comme l'a dit M. Jaril, il y avait, on va dire, les planètes se sont alignées à un moment entre un besoin d'un industriel, donc Lactalis, d'être alimenté en gaz naturel, la volonté du territoire et des collectivités d'aller dans la décarbonation des usages et la volonté de porteurs de projets de se lancer dans l'aventure du biométhane. Donc voilà, il y a eu un tour de table avec l'ensemble de ces acteurs qui a permis de construire ce qu'on appelle la dorsale des Moches. Donc la dorsale des Moches, je vais me lever. Alors pour ceux qui sont dans la salle, la dorsale des Moches, c'est la canalisation qui est située sur la droite, qui a été construite en 2 temps. Premier temps, donc, on partait du poste de Trémontine, donc GRTgaz, pour alimenter l'industriel. Donc, il y a la Lactalis qui est située à Saint-Florent-le-Vieil.
Et ensuite, on a eu une antenne qui a été réalisée l'année dernière et qui alimente notamment la station de GNV qui a été évoquée par Luc Pellet et qui est exploitée par Moche Communauté. Donc, se poser la problématique donc de l'adéquation de la consommation de l'industriel qui importe entre 70%, voire 100% de la consommation sur le réseau en période estivale, et les injections, sachant que l'industriel avait une consommation ce qu'on dit en ruban qui était stable, consommation macroscopique qui est en ruban, mais à l'intérieur de cette consommation macroscopique, on voyait quand même des pics et des baisses de consommation en fonction du process du client, avec potentiellement des périodes de quelques heures de sous-consommation. Et ensuite, une fois que le process repartait, voilà, on avait des consommations beaucoup plus importantes. Et aussi une période de maintenance annuelle de la part de l'industriel. Donc, dans le cadre de Westgate, comme le disait François, on a regardé ça et on a voulu optimiser l'utilisation du réseau pour favoriser l'injection afin d'éviter d'investir et d'être obligé d'investir dans un rebours, au moins dans un premier temps, ou dans un maillage avec d'autres réseaux, parce que ces coûts d'investissement, en fait, c'est des coûts qui sont portés par la communauté gazière et qui se retrouvent sur la facture de tout un chacun. Donc, autant nous, notre rôle en tant qu'opérateur, c'est d'essayer d'optimiser l'utilisation d'un réseau qui est déjà en place. Et ça, on l'a fait par l'intermédiaire des smart grids, qui est passé par une étude en collaboration avec RICE, donc le cabinet le service centre de recherche de GRTGaz, de simulation de la consommation sur notre réseau qui a été validé sur le terrain. Et donc, qui a permis de valider qu'on passait ces périodes de sous-consommation par l'intermédiaire du stockage en réseau, comme l'a indiqué François, sachant qu'on a 90 km de réseau MPC, à une pression maximale de service de 10 bar. Et donc, on favorise le biométhane par rapport au gaz qui vient du poste de GRTGaz. Et comme le disait François, pas plus tard qu'il y a 10 jours, on a pu valider le bon fonctionnement de ce système parce que le consommateur Lactalis a dû s'arrêter pendant plus d'une journée. Et donc, pendant une journée, et donc on a vu qu'on avait plus de 20 heures avec les 2 injections qui injectent actuellement de stockage en réseau. Et donc, ça a permis de sauver cette production qui autrement aurait été brûlée. Et donc, ça aurait été une perte nette pour les producteurs. Donc, voilà pour le réseau. Ce que l'on a fait également, qui est une première au niveau français, donc on n'est pas peu fiers, c'est qu'on a mis en place ce qu'on appelle des PCS. En fait, quand sur votre facture d'électricité, de gaz, vous facturez en kilowattheure. Et au niveau des compteurs, on compte 1 mètre cube. Et pour pouvoir faire cette conversion, en fait, on utilise un coefficient donc, qui est fonction d'une donnée qui s'appelle le PCS. Et c'est en fait la caractéristique du gaz pour pouvoir, l'efficience du gaz en termes d'énergie qui va vous donner en brûlant. Et donc, on sait que pour avoir un PCS, et donc l'opérateur demande, et c'est la réglementation, avoir un PCS qui soit dans une fourchette réglementaire. Et on sait que c'est assez coûteux d'augmenter le niveau de ce PCS. Hein. Et donc, en général, les producteurs produisent et épurent leur gaz pour être sur la tranche basse de cette fourchette réglementaire. Et donc, on peut, par rapport à du gaz qui vient de GRTGaz, chez GRTGaz, on peut avoir une différence de l'ordre de 10% de ce PCS qui pourrait avoir un effet sur la facture du client si on facturait avec le PCS qui nous est donné par GRTGaz, qu'on le reçoit, eh bien, le client il aurait une plus-value de 10% sur sa facture par rapport à ce qu'il consommait. Donc, voyez l'effet par exemple sur l'industrie Lactalis. Si son poste énergie de consommation de gaz augmentait de 10%. Donc,
on a mis en place sur notre réseau des systèmes donc, de mesure de cette qualité de caractéristiques du gaz que l'on peut voir donc, sur la photo. C'est le petit boîtier en fait, qui est alimenté par des panneaux solaires. Et donc, il mesure en permanence eh bien, ce PCS et on l'utilise ensuite pour facturer. Donc, on facture au bon niveau nos clients. Et ce système nous permet également de surveiller en temps réel la pression dans notre réseau et donc de pouvoir mieux piloter notre réseau. Voilà. Donc, c'est vraiment ce que l'on peut dire un pilotage smart grid de nos réseaux par rapport à il y a une dizaine d'années où on n'avait pas forcément cette vision aussi fine du comportement de nos réseaux. Alors effectivement, on en a beaucoup parlé jusqu'ici. Avant, on avait un fonctionnement très passif des réseaux, très descendant. Depuis, ça c'est un petit peu plus compliqué. Beaucoup de sources locales de biométhane, des flux qui commencent à aller un peu dans tous les sens, alors, avec les rebours, mais également entre distributeurs. On commence à avoir des interfaces aussi dans tous les sens. Et finalement, les gaziers se retrouvent à gérer, outre aussi des problèmes de facturation, parce qu'il y a de l'alimentation de clients, mais il y a aussi de facturation derrière, ils ont aussi à gérer globalement les congestions, puisqu'à certains moments, la consommation n'est pas en regard de la production. Donc, ce que l'on fait habituellement, et juste pour illustrer après ce que l'on a pu tester, ce que l'on fait, c'est d'abord d'utiliser des moyens qui, graduellement, vont nous permettre de gérer ces congestions, mais ces moyens, ils sont plus coûteux en investissement, et voilà, donc on va plutôt utiliser au début des solutions que l'on a à notre main, sur l'investissement, sur les rebours, sur les maillages, voire sur des outils type Flores. Mais à un moment donné, il faut aussi utiliser, je ne dirais pas des choses low cost, enfin si low cost en tout cas, peut-être pas low tech mais low cost, et pouvoir utiliser finalement des capacités de stockage qui sont réparties sur l'ensemble du système gazier. Alors autant les gros moyens, rebours, maillage, etc., ça c'est souvent vu en avance au niveau des études, autant les autres, on va retrouver ces moyens au niveau de l'exploitation courante. Donc moi je vais vous parler, alors on a vu ce matin Flores de façon concrète, on peut aussi tenter de moduler la production de biogaz, mais ça devient vite compliqué quand même, là on est sur des méthaniseurs avec de la biologie. Et entre les deux, on va dire l'interface entre le monde du producteur et le monde de l'opérateur de réseau, il y a le poste d'injection, qui est une interface. Si on peut passer à la présentation suivante. Donc cette interface, aujourd'hui, elle est téléexploitée déjà, parce que c'est un outil, pour le coup, qui est à la main, enfin qui est chez l'opérateur de réseau, qui, pour des raisons contractuelles, le contrat d'injection relève déjà beaucoup de données, des débits, du pouvoir calorifique, de composition des gaz, etc., des pressions. Mais tout ça, c'est utilisé à des fins contractuelles, parce qu'il faut quand même qu'on garantisse la disponibilité du poste d'injection. Et finalement, on avait toute cette mine de données, on va dire, à disposition. Mais il y a moyen d'utiliser aussi ces données, une partie en tout cas des données du poste d'injection, pour essayer de gagner un peu de flexibilité. Donc, sur ces postes d'injection qui sont télérelevés, enfin téléexploités, on a la possibilité d'offrir au producteur une donnée qui est la pression amont sur le réseau de distribution, qui est le driver finalement en tout cas l'indicateur de la congestion. Donc, quand cette donnée est mise à disposition du producteur et moyennant un bon algorithme derrière, qui va pouvoir piloter ce qu'il y a en amont de l'injection, à savoir déjà l'épuration du gaz. L'épuration du gaz, on gère des compresseurs, enfin le producteur gère des compresseurs. Donc quand la pression tend à monter, on va finalement essayer de réduire un peu la façon dont on pousse sur le poste d'injection, et on va essayer de gagner finalement dans la capacité de stockage qui est sur l'unité de production, c'est essentiellement le ciel gazeux du digesteur. Alors, c'est pas grand-chose, on va peut-être gagner 2 heures, 3 heures de retard de la congestion, mais cet élément cumulé avec un Flores sur un réseau qui lui va peut-être passer on va dire 2 jours ou 3 jours de congestion. Voilà, ça permet globalement de distribuer la capacité et la flexibilité sur l'ensemble de la chaîne en intégrant même le producteur.
Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on a mis en œuvre, pas seulement sur Pontivy, notamment, mais en fait qui permet de façon très simple de donner les moyens aux producteurs de participer à toutes ces solutions de flexibilité. Voilà. Là, on est revenu un petit peu sur les expérimentations techniques qui ont été conduites dans le cadre du projet. Donc, s'il y a des questions à distance, avant de passer sur les suites sur ces sujets-là. Alors, on va passer à la suite. Donc, on l'annonce un peu officiellement ici, mais officieusement, les partenaires sont bien au courant et commencent à travailler sur les suites du projet Westgate Synergie, puisqu'il a pris fin à la fin 2021. Fin 2022. Fin 2022, pardon, mais fin de l'année dernière, en décembre de l'année dernière, pardon. Je suis encore en 2022. Et du coup, on a échangé lors d'un dernier COPIL en décembre 2022 avec l'ensemble des partenaires. Il a été convenu, au vu du succès qu'était la première période 2017-2022, de prolonger ce partenariat Westgate Synergie dans une deuxième période 2023-2025 en intégrant un peu plus de partenaires. Je ne sais pas si Laurent tu veux présenter la suite, parce que Laurent, côté Liberté Gaz, est un peu le chef de projet sur cette deuxième période. Et vous passez les slides. Marche pas. Alors, assez rapidement, Westgate Synergie jusqu'en 2022. 2023, nouvelle période. On est en train de finaliser le montage de l'ensemble de ce consortium, de cette association, dans lequel un grand nombre d'acteurs sont déjà impliqués et on souhaite pouvoir augmenter encore le nombre d'acteurs impliqués vu la valeur, l'intérêt que peut avoir ce type d'approche. Alors, la valeur, on l'a entendu pratiquement tout cet après-midi et on l'a vu aussi en pratique ce matin. L'idée, c'est les réseaux sont interconnectés, le gaz va dans tous les sens. Il est temps que l'information aille dans tous les sens et vers toutes les directions. Parce que si on ne partage pas cette information le plus simplement possible, nous aurons des difficultés à exploiter, nous aurons des difficultés à décider et nous aurons des difficultés à partager avec les utilisateurs finaux de nos réseaux. Toutes les personnes présentes ici et tous ceux qui sont dehors, qui gèrent notre vie, nous aurons des difficultés à partager sur ce qu'est les réseaux de gaz et la valeur qu'ils peuvent représenter pour eux. Et c'est tout l'intérêt de ce type de projet que de pouvoir mettre en valeur tous ces éléments. Alors, qu'est-ce que cela signifie Westgate Synergie 2? C'est travailler sur des cas d'usage. On ne souhaite pas travailler sur des grandes théories, on souhaite travailler sur des choses pratiques qui permettent de donner de la valeur à moyen terme, court terme. Des solutions pratiques intelligentes, comme on l'a vu, sur des petits régulateurs, sur des solutions techniques simples qui permettent d'amener de la matière, des partages d'informations entre opérateurs, des choses qu'on arrive à mettre en œuvre dans un temps court. De la concertation, parce que ça doit se faire entre multi-opérateurs avec le plus large, tous les acteurs concernés, des acteurs politiques jusqu'aux opérateurs et aussi aux consommateurs, aux utilisateurs, aux producteurs, de manière à avoir véritablement l'information dont les gens ont besoin, dont les acteurs ont besoin. Et des actions de communication, c'est le faire savoir parce qu'on est trop discret. On est trop discret et on n'explique pas suffisamment à tous ce que nous faisons au quotidien et tout ce que nous faisons pour cette transition énergétique. C'est un des éléments essentiels pour évidemment accélérer l'insertion massive de gaz renouvelable et la transition énergétique. C'est le point essentiel, c'est l'objectif qu'on se fixe avec Westgate Synergie. C'était déjà le cas dans la phase 1, c'est tout autant le cas avec la phase 2, et c'est notre souhait sur le long terme, de toute manière, de maintenir cet objectif. Le cadre contractuel, on le veut le plus souple possible, parce qu'on veut pouvoir profiter de toutes les opportunités pour mettre en œuvre des solutions intelligentes. Donc pas d'obligation, un minimum d'obligations au sein de cette association et un maximum de retour vers l'ensemble des parties prenantes. C'est vraiment un cadre dans lequel on s'engage pour donner, pour partager et pas pour être contraint. On développe quelque chose pour le bien commun, on ne développe pas quelque chose pour nos intérêts particuliers. L'idée, c'est d'aller vers nos objectifs, l'insertion massive de gaz renouvelables et la transition énergétique. C'est le seul objectif qu'on se fixe. On s'est dit qu'il était intéressant de commencer à travailler sur un périmètre plus large. Il s'appelait déjà Westgate Synergie, mais c'était un West très très Ouest.
Et on s'est dit qu'il était temps de faire un ouest de la France. Et donc, on a un petit peu augmenté la taille de l'ouest. Et ça nous intéresse énormément parce qu'on pense qu'il y a de la valeur à partager le plus largement possible et aller rechercher des solutions ailleurs que sur les premiers territoires qui avaient été explorés. Les premiers territoires, c'était très bien parce qu'il fallait initier la démarche. Aujourd'hui, on pense qu'il y a matière à aller plus loin. Un projet collaboratif. Je pense que s'il y a un terme dans lequel sur lequel on est vraiment très, très, très axé, c'est collaboratif. L'idée, c'est de travailler ensemble à des solutions communes, vraiment à chaque instant, et de pouvoir trouver les meilleures solutions pour la collectivité, les meilleurs coûts, les meilleures solutions, la meilleure communication. Toujours travailler dans un intérêt commun de tous les opérateurs impliqués dans ce potentiel. Avec des projets, des solutions, des pistes de collaboration. On en a déjà parlé pratiquement tout l'après-midi, je ne vais pas aller relister dans le détail, on en a entendu, mais vraiment un des points sur lesquels j'aimerais souligner, c'est le partage d'informations le plus largement possible au sein de la population, le faire savoir, le faire connaître. Et puis l'autre point, on les a vus, c'est les solutions technologiques qu'on peut trouver qui permettent d'améliorer le fonctionnement de nos réseaux, la communication pour des euros investis le minimum possible. Parce que malgré tout, il ne faut pas que ça se répercute de manière importante sur l'usager. Évidemment, on veut travailler la marque, on veut travailler notre site internet, on veut travailler des outils de communication modernes. L'intermodalité, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, qui se partage. Donc on veut, au sein de WiseGrid Synergie 2, y mettre encore plus d'efforts. On avait déjà commencé à WiseGrid Synergie 1, il faut qu'on y mette presque un deuxième élan sur le WiseGrid Synergie 2, en élargissant notre périmètre de communication, bien sûr, mais aussi en trouvant d'autres associations, d'autres intervenants qui vont nous permettre de mieux communiquer dans l'ensemble. Et c'est ce que nous faisons un peu ici aujourd'hui, hein, à travers ce bilan qui est fait, de commencer à travailler sur les résultats déjà réalisés par la première période et essayer de faire avec WiseGrid Synergie des retours un peu plus fréquents sur ce qui peut être fait au quotidien, que ce soit dans les réseaux sociaux ou que ce soit par l'intermédiaire de présentiel, parce que malgré tout, la vie, elle est aussi dans le présentiel et dans le impact. Il y avait une question qui m'avait été posée tout à l'heure sur l'utilisation de Audrey. Comme on est très tous connectés, eh bien, j'ai aussi la réponse. Donc, si ça vous intéresse, les ordres de grandeur, globalement, 20 000 utilisateurs par mois, jusqu'à 1 million de requêtes qui sont faites sur la plateforme par mois. Donc, on a quand même un taux d'utilisation qui n'est pas négligeable, même si il y a certaines plateformes nous dépassent largement. Mais ça reste quand même un peu cher. J'aimerais juste rajouter quelque chose à ce que tu dis. Je sais que WiseGrid est suivi avec un très grand intérêt par la Creux. Donc, je pense que c'est aussi un formidable outil de faire savoir-faire et faire savoir ce qui est fait dans les territoires, ce qui est fait par les opérateurs, et puis faire savoir qu'on peut trouver des solutions innovantes pour que le gaz vert et sa place dans le mix énergétique et dans le futur, hein, parce que j'arrive à parler de 2050, il n'y aura pas que de l'ELEC, ça c'est sûr. Si on part que sur l'électricité, je pense que le mécanisme va pas marcher. Donc le gaz a toute sa place grâce à des innovations et puis à des collaborations comme ça. Donc WiseGrid, c'est une formidable vitrine pour le faire savoir à la fois à l'administration, au régulateur qui le sait évidemment maintenant, et à tout le monde, aux collectivités qui participent, mais celles qui participeront à l'avenir. C'est sûr que si on voulait être ambitieux, on aimerait que la DEC connaisse WiseGrid Synergie et puisse en mesurer la valeur. Là, véritablement, je pense qu'on aurait tourné une page, voire avancé d'un grand chapitre. C'est un des points essentiels sur lesquels on pourrait s'appuyer. Et puis bon, je ne l'ai pas dit, mais WiseGrid Synergie, c'est aussi une manière de moderniser l'image du gaz. Il faut l'avoir en tête. C'est essentiel aujourd'hui. On ne peut pas rester en arrière en permanence sur ces sujets. Il faut que les gens soient conscients que le gaz, c'est quelque chose de moderne et du futur. Donc effectivement, WiseGrid Synergie, c'est une formidable opportunité de parler de ce que l'on fait. Et la Creux, effectivement, connaît bien, puisqu'il y a eu, je crois, en 2020, et il y a eu plusieurs retours d'expérience sur les smart grids en général, dans lesquels on a apporté notre contribution via WiseGrid Synergie au retour d'expérience global. Bon,
faire parler de ce que l'on fait déjà, expérimenter peut-être de nouvelles choses. Très clairement, dans Westgate Synergy, c'est pour nous l'enjeu. Je pense qu'on développera aussi des solutions autour de Flores et des stockages, mais peut-être tourner vers l'usage. Il y a plein de services à réinventer. Là, je vais juste vous parler d'un exemple de d'un sujet sur lequel on a déjà commencé à travailler. C'est l'exploitation dynamique des réseaux. Qu'est-ce que ça recouvre? C'est pas seulement de l'expérimentation technique, c'est toute une transformation aussi de nos métiers. Donc effectivement, on a deux grandes finalités finalement, c'est de favoriser l'injection des gaz renouvelables, de gérer les priorités, c'est de continuer à alimenter nos clients en toute sécurité. Voilà. Et ça nous oblige à avoir un autre modèle d'exploitation des réseaux qui va reposer effectivement, et ça a déjà été expérimenté en phase 1, sur de l'instrumentation. On va en mettre un petit peu plus. Nous, on a aussi un projet où on densifie les mesures de pouvoir calorifique, justement pour des questions de facturation. Et puis, on a également des mesures de pression, des mesures de débit. Voilà, donc il faut ça. Il faut un SI aussi qui soit capable d'interpréter toutes les données, mais un SI qui ne soit pas seulement centré effectivement sur l'opérateur de réseau, son propre outil, sans jouer. On aime bien les techniciens voir tout ça, mais aussi pouvoir communiquer pour rendre compte aussi de la politique et de l'avancement de cette politique de développement des ENR. Donc, les capteurs, de l'information, de l'intelligence, mais surtout de l'intelligence entre les humains. Et donc, ça veut dire aussi des interfaces sur lesquelles il faut partager de la donnée. Alors, dans le projet exploitation dynamique des réseaux, on verra sur la slide d'après, on a beaucoup d'interfaces aussi internes, mais je pense qu'il y a encore des choses à développer, peut-être dans Westgate Synergy phase 2, justement, plus tourné vers l'externe. C'est la slide suivante. Alors c'est horrible, c'est pas comme ça. Et c'est juste pour vous dire qu'en fait, on a créé un nouveau métier qui s'appelle le planificateur et gestionnaire de flux. C'est assez récent. Et donc cette personne, ces équipes vont être en relation avec à la fois ceux qui travaillent au dimensionnement, à la conception des réseaux. Donc là, on est sur un pas de temps aussi où on va gérer l'exploitation du réseau, un pas de temps beaucoup plus lointain. On va prévoir quels investissements on va faire, quel renforcement, etc. Et puis, à l'opposé, on va travailler avec les bureaux d'exploitation. Les bureaux d'exploitation, ils gèrent vraiment l'instantanéité, finalement, du réseau. Et puis, il y a d'autres acteurs qui sont des acteurs externes. Donc, le planificateur gestionnaire de flux, finalement, c'est quelqu'un qui est à l'interface avec aussi des acteurs externes. Et donc, on a les producteurs et on a les grands consommateurs. Donc, il faut aussi donner de l'information. On a beaucoup parlé ce matin et cet après-midi de prévoir les périodes de maintenance à la fois des industriels importants qui sont en injection et puis les producteurs eux-mêmes, essayer de se coordonner. Donc finalement, ce métier-là va être une plaque tournante de l'information pour faire en sorte que cet équilibre soit géré au quotidien, mais aussi sur des pas de temps beaucoup plus longs et prendre des décisions parce qu'on est quand même des gestionnaires d'infrastructures, c'est-à-dire qu'on gère quand même des investissements sur du long terme. Donc, on a besoin de s'adapter à ce qui est la règle, c'est-à-dire l'incertitude, parce qu'à court terme, vous avez plein de choses qui font que ça ne se passe pas comme vous voulez. Donc, voilà, donc, juste pour vous dire que nous, on va bien travailler dans le cadre de Westgate Synergy sur ces sujets-là que l'on a déjà initiés au sein de GRDF. Il y aura peut-être aussi des interfaces entre opérateurs de réseau de distribution, peut-être des choses à faire. Voilà. Pour terminer sur les suites du projet Westgate Synergy, il y a un projet qui est en cours, porté par Sorégie avec l'appui de GRT Gaz, qui est la plateforme d'échange de données Mon Gaz du Point. C'est un projet qui a été initié par Sorégie en réponse à un appel à projet de la région Pays de la Loire l'année dernière, sur base notamment de plusieurs expérimentations qui avaient été conduites sur le réseau des Mauges. On a dit à la fois l'installation de capteurs pour mesurer le pouvoir calorifique et puis également la pression dans le réseau. Également, on avait mis en place la solution de téléréglage à l'interface transport-distribution au niveau de Trémentine. Donc, une fois qu'on avait tout ce panel de solutions, on s'est un peu posé la question de comment on peut travailler autour de ces solutions techniques sur le réseau
pour permettre d'augmenter les injections de biométhane sur le réseau, et notamment dans les périodes un peu critiques, on en parle beaucoup, mais ces fameuses périodes où la consommation est inférieure à la production, que ce soit des périodes soit estivales, parce qu'on a moins de consommation résidentielle, ou alors des périodes de week-end où les consommations industrielles sont moindres. Et justement, sur ce réseau démo, on avait un sujet particulier, puisqu'on avait un industriel qui est principal consommateur de ce réseau, qui est donc l'industriel Lactalis, dont on a déjà parlé là, et qui peut avoir des périodes de maintenance. Et dans ces périodes de maintenance, du coup, la consommation s'effondre un petit peu, et les injections de biométhane peuvent être impactées, d'autant qu'il y a eu durant la période Loisirs Synergie, beaucoup de projets de biométhane, deux qui sont en service, mais 3 qui ont émergé. Donc l'idée, c'était vraiment de travailler autour de toutes ces solutions sur le réseau pour permettre d'optimiser les injections de biométhane sur ce réseau. Et donc, du coup, est née l'idée d'anticiper les périodes d'écrêtement en faisant en sorte que les principaux consommateurs et les principaux producteurs puissent échanger de la donnée, et donc échanger notamment de la donnée sur les périodes de consommation et les périodes de production, et d'essayer de faire en sorte, au travers d'une plateforme d'échange de données, que les périodes de consommation rencontrent les périodes de production. Donc, c'est ce qu'on voit un petit peu là sur le schéma. C'est l'idée du projet, c'est de permettre de rentrer dans la plateforme d'échange de données, des données prévisionnelles de consommation et de production de biométhane. Donc, consommation, on a effectivement Lactalis, le principal consommateur. On a aussi la station GNV. Et puis également de pouvoir travailler sur des données plus temps réel en permettant aux données qui sont émises des capteurs de pression, des PCS mètres et des compteurs, d'être également rentrés dans la plateforme pour essayer de travailler sur la visualisation des périodes de déséquilibre, donc essayer d'identifier par type indicateur, on l'a vu dans d'autres solutions de type éco-gaz, notamment sur l'hiver dernier, un peu cette météo du gaz, mais là très local, et d'identifier les périodes de saturation probable, des périodes de risque de saturation, puis les périodes où il n'y a pas d'alerte. Et une fois qu'on a identifié ça, l'idée c'est aussi de travailler sur comment on répond à ces potentiels déséquilibres. Donc la plateforme pourrait du coup suggérer des actions, que ce soit travailler sur la planification de maintenance. On entendait ce matin, en visitant le site, que les maintenances côté producteur se font aussi dans les périodes où l'industriel a sa maintenance. Typiquement, c'est des écrêtements à éviter, puisque il y a peu de maintenance côté producteur où il n'y a pas du tout d'injection, mais en tout cas, il y a un travail à faire pour faire rencontrer les calendriers à ce niveau-là. Également, adapter la production de biométhane, on voit c'est difficile parce que c'est une production souvent en continu, en tout cas qui ne supporte pas trop les variations d'intrants, et donc on n'a pas possibilité de beaucoup jouer sur la variabilité de la production, mais néanmoins on s'interroge sur des pistes d'action sur ce point. Également optimiser le stockage. On voit sur des options de stockage, soit dans le réseau, soit sur des stations GNV notamment. Il y a plusieurs pistes ouvertes. Et puis communiquer aussi aux utilisateurs sur ce réseau démo, les utilisateurs du réseau, à la fois le grand public, pour faire connaître le projet, faire connaître les usages du gaz, rendre compte de cette météo du gaz local, et puis également communiquer auprès des utilisateurs consommateurs, qui peuvent être notamment les transporteurs GNV et puis les industriels locaux. Voilà. Juste pour compléter, on peut dire que cette plateforme est basée sur le volontariat de chaque intervenant. Hein. Donc, il fallait que, notamment au niveau des consommateurs, donc du principal consommateur, que ce soit simple en termes d'utilisation. Le but n'était pas de demander 10 000 informations à rentrer, voilà, parce que pour l'industriel, il n'y a pas beaucoup de temps à passer là-dessus.
Et puis, c'est, comme le disait Sabine, c'est aussi à destination du grand public pour montrer la consommation et la zone de chalandise du gaz. Donc là, c'est toujours un instrument de communication qui est bien. Et puis, le but, c'est que c'est une plateforme qui doit être duplicable sur d'autres territoires. Hein. Elle n'est pas destinée qu'au territoire des Mauges. Elle peut être dupliquée. On a déjà échangé avec d'autres opérateurs. Il y a des besoins et il y a des problématiques de ce type sur d'autres territoires. Et donc, c'est intéressant de pouvoir avancer sur le sujet. Je vois même ce matin Metamen qui a résolu, qui a un petit peu la même problématique, mais l'avantage qu'il avait, c'est que le principal consommateur est juste à côté du producteur, donc ils s'échangent par téléphone. Mais quand là, quand les distances sont plus grandes, cet outil permet de centraliser et d'apporter des éléments de pilotage aux producteurs, et c'est quelque chose dont ils sont assez demandeurs. Il y a aussi un point important au travers du développement de cette plateforme qu'il faut noter, c'est qu'elle a été co-construite, c'est-à-dire que les acteurs qui vont être utilisateurs de cette plateforme ont partagé, travaillé ensemble pour pouvoir la construire. Ils ont exprimé leurs besoins, ils ont regardé comment cela peut fonctionner. Ils ont même eu l'opportunité, pendant un atelier de travail, de partager ensemble sur quelles étaient leurs contraintes, quels étaient leurs services qu'ils pouvaient apporter les uns aux autres. Et ça permet de se faire rencontrer les utilisateurs, les producteurs, les opérateurs de réseau dans un même lieu. Et ça a énormément de valeur dans la compréhension du système global. La co-construction, ce n'est pas seulement une image que l'on met sur nos représentations, c'est aussi une réalité du terrain. On l'a mis en œuvre et ça permet d'avoir un outil qui est au plus proche des attentes des utilisateurs. Et pour terminer, juste pour dire que donc cette plateforme est en cours d'élaboration. Et donc, elle sera en service d'ici la fin de l'année 2023 sur l'ensemble de son périmètre. Et donc, elle s'appellera Mon Gaz du Coin. On est en train de voir si on ne fait pas concurrence au Bon Coin, mais normalement, elle s'appellera Mon Gaz du Coin. À distance. Moi, je confirme l'intérêt de ce type d'outil. Enfin, je parlais du métier de gestionnaire, gestionnaire planificateur de flux. C'est un métier d'interface. Et donc là, effectivement, ce type d'outil est parfaitement adapté à finalement ces nouveaux enjeux que l'on a à gérer en tant qu'opérateur de réseau. Moi, j'ai juste une question. Donc, finalement, qui peut renseigner de l'information? Il y a bien sûr les capteurs sur le réseau, et puis il y a les producteurs et les grands consommateurs. Et après, l'information, elle est totalement libre, mais elle est quand même agrégée vis-à-vis de ceux qui peuvent consulter la plateforme. Parce qu'il y a des questions d'accès à des données individuelles. Il y a une partie, on va dire. Oui. Il y a une partie de la plateforme qui est un accès restrictif, c'est-à-dire qu'il y a destination des producteurs et des consommateurs pour respecter les clauses. Il y a deux facettes. Okay. En fait, il y a une interface par utilisateur. Chacun a accès qu'aux données. Oui. L'idée vraiment, c'est que chacun a accès aux données soit qu'il a fourni, hein, c'est qu'il a fourni une consommation, c'est normal qu'il ait accès à ces données à lui. Et après, par contre, il y a une donnée qui est commune, finalement, c'est l'état du réseau. C'est ça qui est important, c'est en fait, est-ce qu'il y a un équilibre ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il y a suffisamment de consommation ou pas. Et si il n'y a pas suffisamment de consommation, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre. Et là, finalement, tout le monde a la même info, c'est-à-dire que je sois consommateur ou producteur, l'information, elle m'intéresse, parce que si je suis producteur, peut-être que je peux décaler ma production ou l'adapter. Et si je suis consommateur, peut-être que je peux venir consommer justement à ce moment-là. Donc c'est important que tout le monde finalement ait cette info-là, qui est une info agrégée. Il n'y a pas de problème. On ne donne pas les productions, les producteurs, on ne donne pas les consommations. Finalement, c'est que ce delta-là. Et encore même ce delta-là, on ne va pas le fournir sous format de mètre cube. Hein. L'idée, on va mettre des couleurs, vert, orange, rouge. Il n'y a pas d'ailleurs pour un utilisateur lambda, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, voilà, dire ça va bien ou ça ne va pas bien, en tout cas, il y a un risque de saturation, les gens comprennent mieux. Et donc, c'est vraiment ça qu'on veut donner comme information. Je veux rappeler que une dernière chose, c'est que à terme, cette plateforme pourrait aussi gérer les ordres de priorité. Hein. Vous savez que sur des réseaux, en fonction de la date à laquelle les unités ont commencé à injecter, il y en a qui sont prioritaires ou pas si la consommation sur le réseau diminue. Et ça pourrait être un bon moyen d'alerte aussi
des producteurs pour anticiper leur dire attention, il y a peut-être une problématique par rapport à ça, il faudra envisager peut-être de réduire la production. On dit souvent rendez-vous à la fin de l'automne, afin de la voir en vrai et de regarder à quoi elle ressemble, puisqu'elle sera accessible par tout public, pas seulement ceux présents sur le réseau des Mauges, même si les interfaces seront dédiées aux utilisateurs, aux consommateurs, producteurs, et que ça leur permettra d'avoir l'information dont ils ont besoin, mais ça permettra aussi à tout autre de voir ce que peut être une plateforme ouverte d'échange de données, de partage d'informations, et une plateforme pour les opérateurs qui permettra d'améliorer la gestion des flux dans le futur. Maintenant, tout est envisageable et ça sera adapté en fonction des solutions techniques retenues sur l'outil, sur le réseau tel qu'il est construit. Pour la collectivité aussi, on le voit dans les modes, une très forte implication de la collectivité. Alors je ne dis pas parce qu'ils sont là, mais que c'est vrai. Mais c'est vrai. Et voilà, très forte implication avec une volonté effectivement de faire vivre le territoire, de communiquer sur l'état d'investissement du gaz dans le réseau, de favoriser l'émergence d'autres projets de méthanisation, de favoriser la mobilité verte également. Et ça passe évidemment par la forte implication de tous les acteurs. Et parmi les acteurs, il y a, on l'a dit, les producteurs, les consommateurs, les gestionnaires du réseau et les collectivités locales. Donc, voilà, attachés évidemment à Ouais, ce qui est très intéressant, et puis on le disait ce matin, c'est qu'au travers des solutions techniques qui sont mises en place, comme le lien aussi entre les producteurs et les consommateurs, la semaine dernière, on a fait une méthanisation à Sauvetour, 40 bus. Et ils ont compris la production, les rendez-vous, lorsque le forêt sera mis aussi sur la... Et peut-être qu'eux-mêmes, dans leur pratique de déploiement, peut-être et cette question des réseaux, je crois que ce matin, on a fait une fluorescence ça avec effectivement la station BGNV sur notre réseau. Et effectivement, on l'a dit sur les métiers de surplus de production par rapport à la consommation. On l'a vu, on a 90 km de réseau qui permettent de stocker beaucoup de gaz. On l'a vu là sur l'arrêt de production de l'industriel pendant 20 heures, on a pu continuer à jeter le biométhane normalement sans contrainte sur le réseau. On a effectivement les ciels gazeux sur les méthaniseurs eux-mêmes. Donc, voilà, on gagne quelques heures, mais pas beaucoup plus. Mais il y a aussi, effectivement, tu l'as dit, et ça fait partie des échanges, c'est de favoriser aussi l'avitaillement de bus, de camions à certains moments, ou d'inviter même les transporteurs à venir s'avitailler lorsqu'on a des contraintes sur le réseau, pour enlever le maximum de gaz possible sur la station et continuer à remplir du gaz dans le stockage de la station de GNV. Bon, voilà, c'est tout un écosystème, effectivement, qui est en train de se dessiner, de se matérialiser. Dans le mentionnement même des stations évolutives, où on a un deuxième rack de bouteilles, on rajoute 12 000 litres, ça peut être discuté par les collectivités, et puis effectivement les gestionnaires de réseau et les autres. C'est le type de plateforme qui permet de s'adresser aux clients de nos clients, mais parfois aux clients de nos clients de nos clients. C'est ça qui est intéressant dans les plateformes ouvertes, c'est qu'on ne s'arrête pas au premier échelon, on partage l'information la plus largement possible, et en fonction des stratégies, des politiques commerciales, des choix qui peuvent être faits au niveau des territoires, il peut y avoir des incitations qui peuvent être mises en œuvre de manière à pouvoir améliorer le fonctionnement. Est-ce que pour une personne, ça peut être intéressant de venir charger à 22 h à la place de venir charger à 10 h du matin, si effectivement il y a un intérêt pour l'ensemble de la collectivité à consommer le biométhane produit et à en avoir une récupération de la valeur in fine un peu en euros. Ça peut être quelque chose qu'on réfléchit et qu'on peut mettre en œuvre dans des systèmes ouverts et qui ne sont quasiment pas impossibles à mettre en œuvre dans d'autres systèmes. Donc, de la même manière que le gaz va aller de droite à gauche, de haut en bas et dans toutes les directions, je crois que l'information doit aller dans toutes les directions et de telle manière à ce qu'elle puisse être la plus fluide possible et qu'on puisse aller dans le meilleur des scénarios possibles.
Sinon, on sera obligé de mettre des investissements considérables pour pouvoir orienter le flux toujours dans la même direction, ce qui est très, très coûteux. On dit souvent, on considère, pas que le réseau qui est intelligent, c'est ceux qui l'utilisent aussi. Voilà. Le réseau est intelligent si les utilisateurs le sont. C'est bête à dire, mais Et ce qu'on peut peut-être dire également, c'est que, enfin, on espère que l'on est tous convaincus des solutions qui sont mises en œuvre. Mais donc, on l'a dit tout à l'heure, la volonté partagée, c'est d'élargir géographiquement le périmètre d'intervention de Westgrid Synergie, donc à la région de Nouvelle-Aquitaine et à la région des Pays de la Loire notamment. Et donc, j'espère que nos collègues de Régaz, juste à côté de moi, de la région de Nouvelle-Aquitaine également, et puis on a les excuses de nos collègues de Seolis, un autre distributeur de la Nouvelle-Aquitaine, nous rejoindre les Deux-Sèvres, qui ne pouvaient pas malheureusement se rendre disponibles aujourd'hui et être parmi nous. Je sais qu'on a aussi Terega qui est en visio avec nous, donc l'autre transporteur. Alors, transporteur stocker, je ne vais pas faire d'impair. Voilà, donc qui s'est joint à nous en visio, et voilà, que tous ces acteurs-là vont nous rejoindre dans Westgrid 2. Plus on est de fous, plus on rit, mais voilà, on a l'intérêt de pouvoir échanger sur des solutions que chacun a pu mettre en œuvre, les partager. On l'a dit, hein, les relations entre les différents opérateurs gaziers sont plus que nécessaires aujourd'hui, hein, si on veut que le système fonctionne. Et puis l'objectif, on l'a bien compris pour tous, c'est de favoriser au maximum l'injection de biométhane et le verdissement du gaz dans nos réseaux. Voilà. Question. Oui, je confirme tes propos. Romain Boisseau, c'était Régaz Bordeaux, gestionnaire réseau sur 46 communes de la Gironde. On a aujourd'hui 5 méthaniseurs qui projettent sur notre réseau. On connaît toutes ces problématiques de saturation de réseau, en particulier l'été, donc. Surtout que nous, on a des injections très éloignées de nos zones de consommation, donc qui sont elles sur la métropole bordelaise. Du coup, on a fait pas mal d'adaptations de notre réseau. On a mis en place des systèmes, on parlait d'un RAF tout à l'heure, on a mis également un RAF en place sur un poste de détente MPC LPB, donc du 8 bar 4 bars, qui fonctionne très bien, on est très satisfait aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on est ouvert à partager notre retour d'expérience sur le sujet. On travaille aussi sur la data. On est convaincu que de la data partout dans les réseaux, on s'en rend même pas compte. Et on a des compteurs communicants, on a des points de mesure de pression, de débit, PCS. On a beaucoup de choses et on en fait rien. Donc on développe aussi, nous, vous avez vu plutôt sur des capteurs de pression PCS-MET. On est plutôt parti sur une approche par calcul, où tous les jours on vient modéliser le fonctionnement du réseau avec des données en direct. Et on peut chaque jour informer les consommateurs qui consomment X% de biométhane. Et c'est très parlant, pareil, une carte avec du vert, du rouge et du bleu, ça parle tout de suite beaucoup plus. Parler de nanomoléculaires, de 0,5, PCS, etc. Donc voilà, donc Régaz est prêt à rentrer dans ce groupe, à partager ses expériences et compléter. C'est très intéressant cette approche modélisation par rapport à mesure. Nous, en tant qu'opérateurs de transport, c'est des choses que nous avons développées dans le passé parce qu'on en avait besoin entre les capteurs et les modélisations. Et la complémentarité des deux solutions est toujours excellente parce qu'elle permet d'aller plus loin. C'est ce qui manque parce qu'on ne peut pas tout installer en mesure. Et c'est une solution technologique qui pourrait être très intéressante à ajouter dans les outils existants, permettant de compléter les infos manquantes ou alors d'utiliser les infos existantes pour améliorer la qualité des infos simulées. Et ça, c'est vraiment les deux axes qu'on veut travailler aujourd'hui sur le lancement de l'approche. D'autres questions? Merci pour votre présence. Et puis, si vous êtes intéressé, notamment pour ceux qui pourraient rejoindre le partenariat sur sa seconde période,
pas hésiter à se rapprocher soit de Sorégie, soit de RTGaz, soit du RDF pour notamment récupérer le MOU, le document juridique qui est léger mais qu'il faudra signer entre partenaires, voilà, pour la seconde période du projet. Merci.